Si tu fais du vélo un peu souvent ou tout le temps, tu dois absolument découvrir Physio-Vélo, le partenaire officiel de Parle-moi de santé. La clinique Physio-Vélo, c'est la référence pour le positionnement sur le vélo, communément appelé le Bike Fit. C'est une équipe de physiothérapeutes passionnés et à la fine pointe des connaissances pour te rendre confortable sur ton vélo, peu importe le type de vélo que tu as. Vélo de route, vélo de ville, fat bike ou vélo électrique, que tu sois un cycliste du dimanche, cycliste pour ton transport ou un cycliste confirmé, c'est la place à aller pour prévenir ou régler tes bobos à vélo pendant les 4 saisons. Imagine avoir accès à des experts de la mécanique du vélo et de la mécanique du corps humain au même endroit. C'est exactement ça l'ADN de leur équipe. Alors, si toi aussi tu fais un peu ou beaucoup de vélo, appelle chez Physio-Vélo dès maintenant pour voir comment ils peuvent t'aider. Tous les détails sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, de retour pour un autre épisode. Aujourd'hui, le sujet du jour, on parle de l'avortement. Pour l'occasion, je reçois la docteure Geneviève Bois, qui est médecin de famille et qui se spécialise en santé de la femme. Donc, tout ce qui entoure de près ou de loin la santé de la femme, incluant évidemment les soins reliés à l'avortement. On fait un tour d'horizon de la question vraiment pour aborder autant l'aspect médical de l'avortement que les enjeux légaux et les enjeux sociaux. Donc, on sait que l'avortement, c'est un sujet d'actualité, surtout au sud de nos frontières, mais également ici au Canada et même ici au Québec. On parle de pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là, justement, et on fait un tour d'horizon des éléments reliés à l'aspect médical de l'avortement, justement, de ce soin de santé. Et on fait un tour d'horizon des principaux enjeux légaux et les enjeux sociaux, toutes les questions éthiques qu'on doit se poser autour de ça et toutes les questions, les réflexions sociales et même politiques en lien avec le sujet. Donc, vous allez voir, Geneviève est une passionnée du sujet et qui a également une expertise de pointe en lien avec la question. Donc, c'est vraiment une super belle conversation. J'ai appris énormément de choses, donc je vous encourage à l'écouter pour en apprendre autant que moi. Et sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation sur l'avortement avec la docteure Geneviève Bois. Bon, alors, on est parti ce matin pour un autre épisode avec Dr Geneviève Bois. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'un sujet qui te passionne, assurément, qui est au centre de ta pratique comme médecin. Donc, on va parler de l'avortement aujourd'hui, qui est un sujet autant médical que social, que politique, en fait. Puis on va essayer de faire un tour d'horizon sur les différentes sphères auxquelles ça touche. Mais d'abord, pour te présenter, toi, tu es médecin de famille. Tu as une pratique qui est au niveau clinique, bon, comme médecin de famille, évidemment, dans le Grand Nord, puis je te laisserai te présenter mieux que tu pourras le faire, que je pourrais le faire, mais tu as également une grande partie de ta pratique qui est dédiée à la santé de la femme. C'est pourquoi je t'ai reçu aujourd'hui et de ta passion pour le sujet aussi. Fait que peut-être juste résumer aux gens à quoi ressemble l'ensemble de ta pratique professionnelle, les différents chapeaux que tu portes, parce que tu es quand même aussi impliqué disons, au sens plus large que la clinique comme médecin aussi. Ben effectivement, c'est pas très difficile de me convaincre de venir parler d'avortement. Là. Fait qu'un grand plaisir. Dans le fond, c'est ça, moi je suis médecin de famille. J'ai une pratique principalement sur la Côte-du-Son. Je fais une pratique assez générale là, de médecin de famille en dispensaire. Puis quand je suis dans le sud, là, ici, c'est le sud. Hein? Ouais, On est tous le sud de quelqu'un. Quand je suis dans le sud, j'ai une pratique qui est pas mal exclusivement en santé reproductive, là, surtout en avortement, mais un peu de contraception aussi. Là. Donc, je pratique dans les différents centres de santé des femmes du Québec, principalement centre de santé des femmes de Montréal. Mais je vais aussi là, faire des remplacements au centre de santé des femmes de Mauricie, de Gatineau, là, la clinique des femmes de l'Outaouais, puis récemment le nouveau centre de santé des femmes de la capitale nationale. Fait qu'un petit peu partout au Québec. Un petit peu. Puis tu es également présidente du Collège québécois des médecins de famille. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça, exactement? Depuis 1 an, je suis présidente du Collège québécois des médecins de famille. Dans le fond, le Collège québécois des médecins de famille, c'est une organisation là, à membership volontaire. On fait partie du Collège canadien des médecins de famille. Il y a une organisation là, par province. Puis au Québec, là, on se dédie surtout à au soutien à la pratique. Là, on a beaucoup de formations continues, d'événements. On a aussi des groupes de travail sur différents sujets. Là. Donc, on a un programme de mentorat, on a un groupe sur la relève, sur l'initiation
l'innovation, sur la technologie en santé. Fait qu'on est beaucoup dans le service là, aux membres, puis dans défendre la médecine de famille comme une super belle spécialité qui donne des super bons soins. Effectivement. Puis tu es également beaucoup impliqué dans l'organisation, le mouvement Choisir avec soin au Québec. J'ai déjà reçu d'ailleurs René, le président de l'organisation ici. Fait que ça fait un agenda bien rempli. Quand même. Mais Choisir avec soin, en fait, est une campagne qui est au sein du CQMF. Là. Donc, OK, on est c'est comme comme à l'autre part de la entière. campagne. Ouais. OK. Donc, effectivement, Choisir avec soin, puis toute la question de la pertinence des soins, c'est assez central Mhm. au niveau des activités du collège. Comment, en fait, qu'est-ce qui a mené à ce qu'éventuellement la majorité de ta carrière soit centrée autour de la santé de la femme, la pratique d'avortement, par exemple? C'est sûr qu'en termes de spécialité, pour moi, ça a toujours été clair que je voulais aller en médecine de famille. Quand on choisit une spécialité, c'est aussi c'est dire oui à quelque chose, mais c'est dire non au reste aussi. Là. Puis pour moi, l'idée d'aller en gynéco puis de plus voir d'hommes ou d'aller en pédiatrie puis de plus voir d'adultes, d'aller en psychiatrie puis de plus faire d'examen physique, c'était comme impensable. Là. Fait que c'est Mhm. sûr que ça s'est quand même inscrit assez tôt puis c'était toujours évident pour moi que c'était important aussi d'avoir une spécialité justement qui est quand même assez polyvalente puis qui permet un peu de se réinventer. Là. Ça m'aurait étonné que je puisse faire exactement la même chose pendant 35 ans. Ouais. Puis c'est pas parti nécessairement pour ça. Puis c'était vraiment important pour moi aussi de travailler là, en communauté puis vraiment proche des gens dans leur milieu de vie. Puis c'est pas impossible, mais c'est quand même plus difficile dans les autres spécialités là, que la médecine de famille. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est clarifié. Mais sinon, la question de la santé reproductive a toujours été assez centrale, un peu sponsorisée là, par mon féminisme. Là. Mhm. Puis j'ai été très chanceuse de pouvoir faire des stages quand j'étais résidente au Centre de santé des femmes de Montréal, par exemple, puis d'intégrer ça là, assez rapidement à ma pratique par la suite, puis de pouvoir en faire, c'est ça, un grand pan, là, donc de réussir à développer quand même une certaine expertise, parce que c'est ça essentiellement que je fais quand je suis dans le Sud, là, je fais pas de pratique générale. OK. Euh, la première question que j'avais, là, puis c'est comme un peu l'introduction pour jaser du sujet. Pourquoi c'est encore pertinent en 2025 de parler d'avortement? Ça va toujours être pertinent. Puis moi, j'aime beaucoup dire que c'est un des seuls side benefits qu'on a eu de la chute de Roe v. Wade, c'est que Qu'on en parle plus. à travers le Canada, tout le monde et son chat s'est soudainement posé la question de Hey, comment ça va ici? C'est correct? Dans le fond, j'ai jamais trop pensé. Puis on n'a jamais autant parlé d'avortement là, au Québec qu'au Mhm. Canada que depuis la chute de Roe v. Wade. Fait que c'est sûr que j'aurais préféré pour nos consoeurs et collègues américaines que ça arrive pas. Mais ça a vraiment eu ce bénéfice-là ici. Fait que non, je pense que c'est toujours important, c'est toujours d'actualité. Il va toujours falloir rester vigilant. Là. C'est très, très, très facile d'éroder là, l'accès à l'avortement. Puis pour beaucoup de gens, là, la chute de Roe v. Wade, c'était comme le début de quelque chose. Mais pour tous ceux qui suivaient le sujet, on voyait bien que c'était la fin de quelque chose. Ça faisait déjà là, 30, 40 ans que le mouvement anti-choix aux États-Unis travaillait là, à faire tomber Roe v. Wade. Puis pour eux, c'était comme le dernier bastion. Là. Ils Mhm. avaient déjà eu plein de victoires. Ils avaient déjà complètement érodé le droit à l'avortement dans des États entiers. Il restait plus grand-chose. C'était comme le dernier rempart. Fait que c'était ça. C'est pas un début, c'est la fin. Puis je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'on en retienne que si on attend des événements comme ça, grandioses, marquants, médiatisés, qui ont l'air dramatiques, qui ont une portée historique, si on attend ce genre de décision-là pour s'inquiéter du droit à l'avortement, de l'accès à l'avortement, ben on va attendre beaucoup trop tard. Fait que j'espère, puis c'est ce que j'essaie de faire, là, d'utiliser ça pour expliquer, mais vous voyez, quand on laisse des petits morceaux tomber, là, c'est vraiment le supplice par la goutte, là. Ouais, il y a un effet Ça domino qui peut ça s'installer. finit par ça, mais si on attend ça, si on attend un Mhm. jugement de la Cour suprême, si on attend un jugement historique au Canada, ben on va avoir attendu trop longtemps. Là. C'est avant que les choses se perdent. Fait que je pense qu'il faut développer une culture d'être toujours un peu à l'affût de comment vont les droits reproductifs là, dans notre coin, dans notre région, dans notre province. Puis c'est quoi les obstacles, puis demander là, de nos politiciens d'être fermement et complètement là, pro-choix. Ouais. En préparation au balado, bon, tu m'as recommandé l'écoute du documentaire Libre de choisir que j'ai écouté avec grand intérêt du début à la fin. Puis moi, ça m'a aidé aussi en complément d'aller faire un peu plus de recherche pour comprendre le jugement de Roe v. Wade, Mm. puis de voir un peu comment ça avait commencé, puis qu'est-ce qui a mené à ça. Est-ce que tu voudrais juste contextualiser qu'est-ce que c'était exactement? Parce que souvent, les gens ont entendu ça, ce terme-là, Roe v. Wade, mais savent pas exactement c'était l'aboutissement de quoi, puis qu'est-ce qui s'est installé, puis c'était le retrait de quel droit. Fait que peut-être juste faire un petit cours 101 rapide pour que les gens aient comme contexte historique, disons.
Ben, c'est sûr qu'aux États-Unis, on est dans un contexte légal qui est complètement différent là, du Québec puis du Canada, puis pas juste pour le droit à l'avortement. Là, puis sans que le système légal américain soit quelque chose qui est ma grande expertise, on était dans une situation différente. Il y a plusieurs pays qui ont légalisé, décriminalisé, permis l'avortement de différentes façons. Là. Il y a comme différents pathways légalement pour donner ça. Puis vraiment, la situation au Canada, c'est celle qu'on juge optimale. Là. C'est celle où on n'a pas de loi sur l'avortement. C'est parfait comme ça. C'est un soin médical. Il n'y a pas de loi sur les appendicites, il n'y a pas de loi sur les appendectomies, il n'y a pas de loi sur les remplacements du genou, puis c'est bien correct comme ça. Fait que ça vient vraiment ramener ça dans la sphère médicale plutôt que dans la sphère légale, puis c'est vraiment idéal. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui peut restreindre l'accès, mais au moins, il n'y a pas de loi. Les gens ont souvent l'impression qu'une loi, ça va être quelque chose qui va venir accorder comme un plancher, là, comme un minimum, mais historiquement, là, puis à travers le monde, on voit que c'est plus facilement devenu un plafond. Puis Ça crée un précédent sur lequel les gens peuvent essayer d'aller gratter un peu plus. ensuite, c'est ça, tu peux faire ce qu'on appelle le sliding lid. Ouais. Ça devient un plafond plutôt qu'un plancher. Puis ensuite, tu abaisses le plafond, tu rajoutes des choses autour, tu rajoutes des périodes d'attente, de réflexion, de ci, de ça. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà beaucoup une question d'État. Puis Roe v. Wade est venu mettre une espèce de protection fédérale minimale, mais qui avait déjà été largement érodée parce que les États, de façon logistique, plusieurs États hostiles avaient déjà limité l'avortement à un tel point qu'il était essentiellement banni. C'était vraiment juste sur papier que ça restait encore vraiment possible. Donc, ça tenait plus grand-chose, mais ça tenait quand même légalement un minimum là, d'accès ou un minimum de légalité, en fait. Plus que ça. Il restait plus vraiment d'accès dans les États hostiles, mais ça donnait un minimum de plancher légal pour avoir une assise pour Il y avait défendre comme une quelque chose. protection un peu universelle parce que c'était une loi fédérale. Exactement, un peu sur papier. Mais dans les faits, c'est ça. Les États où c'était super hostile, il y avait déjà plus d'accès. Ouais. Là. Fait que, tu sais, quand les gens disaient au lendemain là, du leak, du jugement de Roe v. Wade, du renversement, ils étaient comme « Ah, X Américaines ont perdu accès ». Il y a certainement des États où ça l'a créé un changement là, rapide, mais pour la plupart, les États hostiles sont restés hostiles. C'était déjà fait. Ouais, les choses étaient déjà perdues. Puis limite, je pense que c'était un petit peu insultant pour les gens qui travaillaient sur la question depuis longtemps, que là, c'est comme « Ah, mon Dieu, c'est terrible, X Américaines n'ont plus accès », mais elles avaient plus accès depuis 15 ans, puis il y a personne qui semblait s'en inquiéter avant. Fait que je veux pas diminuer, tu sais, je pense que ça a été un wake-up call pour beaucoup de gens, puis je veux pas diminuer que ça avait une valeur, ça avait pas juste une valeur légale, ça avait une valeur là, culturelle, ça avait une espèce de normalisation, de dire qu'on avait une protection fédérale sur la question. Fait que même si dans les faits, ça protégeait plus beaucoup d'accès, ça avait quand même un poids d'avoir un jugement comme ça, un jugement de la Cour suprême qui venait donner un minimum. Fait que ça a été... Mais je pense que c'est plus un événement comme culturellement marquant qu'un changement d'accès là, pendant... overnight pour beaucoup d'États. Mais c'est sûr que depuis, les choses ont vraiment périclité à un rythme plus rapide. Fait que je pense qu'on avait déjà on pourrait dire qu'on avait déjà une espèce de chute, pas si lente que ça, là, mais graduelle. Le droit à l'avortement a été érodé là, de tout bord, tout côté dans beaucoup d'États américains. Puis là, c'est vraiment venu accélérer la suite des choses. Là. Mais c'était bien enclenché avant, puis c'est bien enclenché depuis. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui travaillaient déjà, voyant que ça s'en venait, là, tout le monde se posait la question de quand plutôt que si. C'était tellement le but avoué des mouvements anti-choix depuis tellement longtemps qu'ils travaillaient là, de façon très méticuleuse et étapiste à s'y rendre, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient déjà sur qu'est-ce qu'on va faire dans un post-Roe world, là, parce qu'on savait que ça s'en venait. Puis, tu sais, ça va, c'est un mouvement, en fait, où une structure qui est très bien organisée aussi, très bien financée là, pour avoir bien suivi les campagnes américaines depuis qu'un certain bonhomme est dans le portrait au sud de nos frontières. C'est une des questions, tu sais, souvent autour des élections là, qui revient régulièrement, pas nécessairement la question de l'urne, mais ça demeure une des positions qui est franchement ancrée du côté conservateur. Puis, c'est ça, à force de m'instruire sur le sujet, je réalise que c'est un mouvement qui est extrêmement bien financé et organisé. Il y a du monde qui travaille très, très, très fort pour réduire ces accès-là puis de réduire les lois qui protègent les gens qui ont accès à ces soins-là. Oui, c'est un mouvement qui est bien organisé puis qui est aussi extrêmement bien financé, qui est lié de proche là, à la droite chrétienne aux États-Unis puis qui a vraiment fait un travail assez méthodique, en fait, de questionner, de mapper et de pousser des candidats anti-choix. Ouais. Et donc, c'est pas juste une question parmi tant d'autres, là, et de pousser leurs supporters à voter là, en fonction de ça, comme a watershed issue, alors que la plupart des Américains
sont d'accord avec le fait qu'il y ait de l'accès à l'avortement. Ouais, exactement. Mais ça vient vraiment, étant donné que c'était très méthodique de pousser certains candidats puis de favoriser leur élection, mais ça a venu donner une espèce de discours disproportionné ou du moins une présence disproportionnée de ce discours-là là, dans l'espace public qui représente pas la majorité des Américains, mais qui représente une frange qui est assez bien organisée puis très, très bien financée. Euh, donc, il y a beaucoup de liens là, très inquiétants en différents mouvements anti-choix. Avant, on parlait du mouvement anti-choix. Maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en parle au pluriel parce que c'est plus juste un groupe, c'est plus juste une mouvance, c'est plus juste une approche. Puis tant que c'est un mouvement qui est très religieux, tant que c'est un mouvement euh, qui est très, très, très précisément là, ancré dans une position politique de droite assez campée, ça limite un peu leur capacité à devenir le grand public dans des espaces comme le Québec ou le Canada, où est-ce que la présence de la religion est peut-être moins importante là, Ouais. en général, puis certainement moins dans l'espace politique. Là, des choses qui sont la norme aux États-Unis seraient inconcevables Mhm. au Canada, encore moins au Québec. Mais à partir du moment où ce mouvement-là réussit à aller chercher des alliés dans d'autres groupes ou réussit à avoir moins l'air de la fringe religieuse, ben là, ça va devenir plus facile de recruter plus de gens. Puis c'est là qu'il y a un véritable danger là, en termes de discours. Fait que je pense qu'il faut être très vigilant dans ce qu'on considère. Dans ce qu'on considère acceptable ou pas comme propos, puis comme position. Puis il y avait un militant anti-choix qui avait déjà dit aux États-Unis, justement, our goal is not to make abortion illegal, it's to make it unthinkable. Mm. Fait qu'en premier, tu changes la culture, puis ensuite, tu changes la loi. Ouais. Et non pas l'inverse. Mhm. Il y a des moments où ça se fie de l'un l'autre, puis l'un va venir... Mais eux, c'est vraiment par ce chemin-là qu'ils essaient de passer. Donc, c'est là, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant dans ce qu'on dit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on permet, dans ce qu'on laisse passer là, autour de nous. Parce que c'est là si on laisse les mentalités rendre ça acceptable d'éroder le droit à l'avortement, c'est là qu'ensuite, il n'y aura plus de position. Quand les choses vont changer d'un point de vue là, légal ou d'accès ou de logistique. Fait que je pense qu'il faut être très à l'affût de ça, là, de s'assurer de protéger l'autonomie des gens sur leur corps à tout prix, là, vraiment. Puis je dis toujours un peu à la semi-blague, on entend beaucoup « je suis pas contre l'avortement, mais puis tout comme « je suis pas raciste, mais » il n'y a jamais rien de bon sexiste, mais... qui suit cette phrase. Ouais, effectivement. Bien d'accord. La suite de la phrase ne peut être que négative. La question, c'est « which shade of it », mais ça sera pas ça sera pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise prémisse de base. Exactement. Moi, j'aimerais ça qu'on renverse ça en disant, ben tu sais, l'avortement, c'est quelque chose qu'un certain nombre de personnes ont besoin dans leur vie, puis c'est pas vraiment à personne d'autre de juger de leurs motifs. Et ce qu'on veut, c'est que les gens aient accès à des soins de qualité dans des délais raisonnables partout sur le territoire. Ensuite, exactement, sont à combien de semaines, puis c'est quoi les raisons qui les poussent à avoir un avortement ou pas, c'est vraiment pas de nos affaires. C'est pas des affaires de personne, tout comme toutes sortes d'autres décisions personnelles qu'on fait. Puis je pense que des fois, quand on le renverse sur poursuivre une grossesse, les gens réalisent l'absurdité de la chose. T'sais. C'est comme si à chaque fois que quelqu'un autour de nous était enceinte, on était comme « Ah, wow, quelle surprise! Pourquoi tu as choisi de continuer ta grossesse? Genre, quel drôle! Dis-moi en plus, comme, t'es sûre? Comme, es-tu vraiment convaincue? Comme, c'était pas juste une décision comme ça, rapide, là. C'est vrai qu'il y a un double standard. Il y a vraiment un double standard où est-ce qu'on a mis, en fait, la poursuite de la grossesse, la maternité, comme un défaut, là, comme la norme. Puis on fait comme si ça n'avait pas de risque, que ça en a beaucoup. Ouais. Puis comme si c'était une décision, c'était pas une décision, c'était comme passif. Mais face à une grossesse, on a un choix à faire. À chaque grossesse, c'est un choix différent. Et puis, certaines personnes poursuivent toute la grossesse qu'elles ont dans leur vie ou les interrompent toutes ou prennent une décision différente selon le contexte où elles sont. Mais il n'y a pas plus de raisons de questionner les raisons d'interrompre que les raisons de continuer. Là. C'est un bon point. Parlons du contexte ici, justement, au Québec. C'est quoi la prévalence? Au Québec, au Canada, c'est quoi les données qu'on a de la fréquence à laquelle des personnes enceintes vont avoir un avortement? Il y a différentes façons là, de le calculer, puis les données sont pas parfaites, mais on pourrait dire là, qu'environ une femme sur 3 à une femme sur 4 au Canada va avoir eu un avortement dans sa vie. Mais ensuite, c'est sûr que on peut ça dépend comment on voit les cohortes. Est-ce qu'on demande aux femmes quand elles arrivent ou aux personnes quand elles arrivent à la ménopause combien d'avortements elles ont eu dans le passé, ou est-ce qu'on suit une cohorte activement, ou on regarde toutes les femmes vivantes en ce moment, ou toutes les femmes d'âge fertile, ou il y a différentes façons de le calculer, là, mais on parle quand même de quelque chose qui est extrêmement commun. C'est donc très commun comme statistique, environ, ça. 1 sur 3 à 1 sur 4 selon comment un peu on calcule ça. Donc, ça reste quelque chose là, qui
qui est très commun autour de nous. Puis souvent, les gens me disent « Ah non, mais ça se peut pas. Tu sais, moi, autour de moi, il y a personne qui m'a dit qu'il y a un avortement. » Puis ça, je suis comme ça veut juste dire que t'es pas un safe space où ils peuvent en parler. Ouais, les gens n'en parlent pas nécessairement. Ben, ça peut vouloir dire deux choses. Les gens ne doivent pas leur histoire à personne. Fait que si quelqu'un a jamais envie de parler à personne qu'elle a eu un avortement, c'est de ses affaires seulement, puis elle doit pas son histoire à personne. Mais en même temps, c'est tellement fréquent qu'effectivement, si tu n'as jamais entendu parler de personne autour de toi qui a un avortement, je pense qu'il faut se questionner sur est-ce que tu as créé un espace sécuritaire où parler d'avortement de façon décomplexée parce que c'est un peu suspicieux, là, statistiquement. Puis probablement même qu'il y a un effet, si on pourrait élargir ça à la responsabilité du contexte social, culturel général, que peut-être c'est pas propice à en parler parce que c'est encore tabou. Donc même à l'intérieur de relations solides, de confiance, peut-être que c'est pas propice à en parler parce que les gens pensent pas que dans la société, on devrait parler de ça, par exemple. Mais je pense que c'est aussi le dernier tabou, puis c'est un peu ça que le film, là, le documentaire dont tu parlais, là, Libre de choisir, que j'encourage tout le monde à voir. Là, les réalisatrices ont fait un travail vraiment phénoménal. Le but, c'était vraiment d'aller faire tomber ce dernier tabou-là, de parler de nos expériences personnelles. On a quand même bien géré au Québec là, le tabou social et sociétal et public de l'avortement, mais on en parle comme de quelque chose justement de désincarné, un phénomène dont on peut parler, mais qui arrive à personne autour de la table. C'est pas du tout ancré là, dans le réel, dans l'histoire des gens. Puis c'est un peu ça que les réalisatrices disaient. Ils disaient, je réalise qu'autour de nous, on parle d'avortement, mais on ne parle pas de nos avortements ou de nos expériences, de nos grossesses. Et même justement dans des relations de confiance, comme tu dis. Puis c'est vraiment mon expérience aussi parce que j'ai jamais été subtile sur mes positions pro-choix dans la vie, mais ça a pris que je commence à travailler en clinique d'avortement pour que tout le monde sorte des buissons pour me raconter son avortement. Mais c'était les mêmes femmes qui étaient autour de moi avant, puis mes positions n'avaient pas changé, puis ils n'étaient pas subtils, puis tout le monde le savait. Mais c'est comme si, là, c'était tellement clair que j'allais bien accueillir ça, que soudainement, ça déliait la parole. Puis là, les voisines, puis les collègues, puis les cousines, puis les amis de la fête gauche, puis tout le monde me racontait son histoire. Puis ça m'avait vraiment surpris, parce que je me suis dit, mon Dieu, je suis la même personne qu'il y a 3 semaines, tu sais, comment ça que ça l'a pris ça, tu sais. Donc, je pense qu'il reste effectivement là, vraiment un tabou dans la sphère privée de parler autour de nous. Et puis, autant les gens, justement, ne doivent pas leur histoire, autant j'aimerais ça qu'on défasse ce dernier tabou-là pour que les gens se sentent libres de parler en n'ayant pas peur du jugement. Puis je pense que la statistique d'1 sur 3 est vraiment importante pour ça, pour se rappeler que quand on dit des niaiseries là, sur l'avortement, puis quand on émet des jugements, il y a une personne sur 3 autour de nous. Il y a des bonnes chances qu'il y ait quelqu'un qui soit... Il y a quelqu'un qui nous entend, puis il y a quelqu'un qui va se souvenir de ce qu'on a dit. C'est quelque chose que j'ai rappelé à plusieurs hommes autour de moi. J'étais comme, il y a du monde autour de toi, puis ils vont s'en souvenir. C'est un bon point. Donc, c'est ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ensuite, c'est un continuum. Est-ce qu'on a besoin d'un avortement pour des raisons... tu sais, on peut avoir des raisons différentes. C'est un choix qui peut être différent à différents moments de notre vie. La procédure médicale pour faire un avortement, c'est la même chose que ça soit une procédure là, dite volontaire ou que la grossesse ne soit pas évolutive ou soit arrêtée puis qu'on doive intervenir pour provoquer un peu l'avortement. Médicalement, c'est la même chose. Là. Puis c'est... D'où le fait qu'on est dans une belle posture au Canada, on traitant ça comme un soin médical, parce qu'on voit aux États-Unis, c'est ça, c'est le politique puis le légal qui s'invite dans des décisions médicales où ça n'a pas d'importance. C'est quoi le point de vue de l'avocat de l'hôpital là, sur la question? Tu sais, ça n'a aucun sens de penser qu'il faut demander la permission à un avocat ou à un administrateur pour faire un soin qui est médicalement nécessaire, parce qu'on ne sait pas de quel bord de la ligne de la loi ça pourrait être interprété. Puis comme c'est beaucoup des changements récents, mais on n'a pas encore beaucoup de jurisprudence, fait que même quand la loi permet certaines exceptions ou qu'on pense qu'il y a quelque chose de défendable, en fait, les gens ne savent juste pas comment ça va être perçu ou interprété, puis sont extrêmement craintifs de cette façon-là. Puis ce qu'on voit, c'est que quand on marginalise ou on rend pire illégal ces soins de santé-là reproductive, c'est toute la santé, en fait, qui en souffre. Parce que là, les gens sont mal traités pour leurs fausses couches, sont pas bien traités pour leurs saignements, sont pas bien traités pour leurs infections, parce qu'il y a une crainte d'une apparence d'avortement. Puis là, il y a une perte d'expertise de la part des soignants, parce que c'est des soins qui se font moins puis qui se font plus. Puis là, les gens ne savent plus quand réagir, comment réagir, quoi faire. Il y a une perte d'expertise qui arrive, puis c'est toute la santé en général qui en souffre. Ensuite, des gens qui vont simplement quitter là, certains États ou certaines juridictions hostiles parce que justement, ces personnes trouvent que c'est intenable d'offrir des soins dans ce contexte-là, puis ça se comprend. Mais souvent, ça va vouloir dire qu'on crée un certain désert médical, là, parce que là, tous les autres soins que cette infirmière, cette médecin-là offrait sont plus offerts.
qu'il y a comme un effet domino encore des conséquences Fait de qu'il y a ne pas vraiment offrir un le effet soin, de perdre exactement. l'expertise. Il y a vraiment un effet domino qui va dans la perte d'expertise, dans la perte ensuite tout court de soignants Ouais. qui sont souvent en couple, en famille avec d'autres soignants. Fait que là, il y a vraiment un domino, là, la roue tourne. Puis c'est quelque chose qui est de mieux en mieux répertorié aux États-Unis. Ben là, une gynéco s'en va, son conjoint était urgento. Là, finalement, tel petit hôpital rural passe de 8 à 6 personnes Mhm. qui offrent certains soins. Fait que ça a vraiment un effet qui est plus large. Puis de la même façon, en fait, la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'on peut y aller dans l'autre direction. Si on améliore l'accès à l'avortement, si on améliore l'information sur l'avortement, si on améliore les soins en général, ben c'est tous les soins de santé reproductive qui peuvent être rehaussés par le fait qu'on en parle librement, qu'on l'enseigne bien, que c'est facilement accessible, que c'est quelque chose sur lequel on est formé. Mhm. Clairement, quand les gens décident d'avoir un avortement, il peut avoir des dizaines et des dizaines de raisons différentes. Cliniquement, les gens doivent te partager leur histoire. Puis, est-ce qu'on sait, c'est-tu documenté un peu dans la littérature, c'est quoi les raisons qui sont les plus rapportées comme étant un peu le penchant pour la décision de décider de mettre fin à une grossesse? Puis peut-être cliniquement, tu sais, qu'est-ce que les gens te rapportent en soi? Mais je pense que dans les milieux où je travaille particulièrement, puis il y en a d'autres aussi là, qui font ça, mais on fait quand même très attention d'être très clair qu'on est vraiment ouvert à écouter, puis on est là si quelqu'un veut nous partager son histoire, mais que l'histoire n'est pas nécessaire aux soins. Souvent, les Exact. gens ont l'impression Qui ils doivent se ils justifier, doivent là? se Ouais. justifier ou comme s'il fallait qu'ils nous vendent une assez bonne histoire pour obtenir leur Mhm. avortement. Tu sais. Puis Mhm. des fois, je suis comme, hey, tu sais, peu importe ce que tu me dis ou tu me dis pas, là, tu veux un avortement, ça se passe dans 5 minutes, il n'y a pas de problème. Comme Ouais. cette partie-là, elle est réglée. C'est ça que tu veux. Moi, t'as pas besoin de me convaincre. Tu sais. Fait que c'est pas juste. Oui, des fois, les gens on a l'impression qu'ils veulent faire une certaine justification, souvent plus à eux qu'à nous, en fait, là, mais des fois aussi, il y a vraiment cette sensation-là que quelqu'un doit se battre pour son accès, puis j'ai vraiment l'impression qu'on essaie tu sais, de me vendre une bonne histoire, puis je suis comme, non, c'est C'est pas correct, nécessaire. c'est pas nécessaire. Puis c'était une campagne là, qui s'appelait Amener ta raison, c'est la bonne. Puis ça, je pense Mhm. qu'on essaie de revenir vers ça. Ouais. Tout le monde a une ou 22 raisons, ça me dérange pas c'est quoi, c'est la tienne. Moi, à partir du moment où tu sais dans quoi tu t'embarques puis tu es confiante de ce que tu veux faire, ben on va de l'avant. Puis, mais oui, souvent les gens veulent nous raconter leur histoire. Puis ça, on est tout oui. On essaie juste de vraiment clarifier qu'elle n'est pas, tu sais, le soin n'est pas conditionnel à l'histoire. Puis les histoires sont extrêmement différentes. Ouais, C'est ça ça, doit. il n'y a pas juste une raison, il n'y a pas juste une histoire. C'est des femmes de tout âge, de toute condition, de toute orientation, de toute perspective de genre, de toutes les classes de la société. Tout le monde peut avoir besoin de soins d'avortement, puis ça peut arriver à tout le monde. Puis on a beaucoup médiatiquement, je pense, réduit ça à quelques histoires. Tu sais, la personne désorganisée, la personne qui n'utilise pas de contraception, la jeune adolescente qui a pas fini son secondaire 5, alors que c'est pas du tout ça là, qu'on voit dans la réalité. C'est vraiment des gens de tout âge qui utilisaient des moyens de Mhm. contraception, qui ont essayé de pas tomber enceinte, que c'est vraiment un imprévu. Puis en fait, on voit très, très, très peu d'adolescentes parce que les adolescents utilisent quand même vraiment bien la contraception au Québec. Euh, Ça suit vraiment plus les courbes de fertilité. Là. Fait que oui, la plupart des avortements ont lieu dans la vingtaine et la trentaine, mais c'est normal, ça suit les courbes de C'est là où ça se fertilité. passe principalement. Principalement, ça suit le nombre de grossesses jusqu'à un certain point. Donc oui, à peu près une femme sur 3 en moyenne. Ensuite, comment on compte, ça peut être différent. Si on a la même procédure, mais que la grossesse n'était pas évolutive, ça compte pour un avortement ou pas? Est-ce qu'on utilise les codes de facturation ou est-ce qu'on utilise de demander aux gens? Fait que c'est pour ça qu'il y a toujours différents biais selon comment on le compte, mais ça reste très, très commun. Mhm. Puis dans les raisons qui reviennent, il y en a beaucoup, je suis pas prête, je veux pas, Mhm. j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je suis pas dans une condition où est-ce que je peux faire ça. Puis je pense que légalement, il faut aussi se rappeler que on peut se séparer de quelqu'un, mais on sera coparent avec ce géniteur-là pour toujours. Si on choisit de poursuivre une grossesse, légalement au Québec, on peut pas interdire à quelqu'un d'être sur un certificat de naissance. Là. Fait que si une personne met enceinte une autre personne, puis ensuite n'est pas déclaré comme géniteur là, à la naissance après une grossesse, ben peut demander le par ordre de la cour un test génétique puis Ouais. d'être ajouté. Fait que ça a une implication Ça a une légale, implication d'attachement légale éternel un peu. Là. majeure. Ouais. Donc, dans des conditions de violence, c'est vraiment un pensée bien Mhm. parce que ça nous lie à cette personne-là là, pour toujours, qu'on le veuille Ouais. ou pas. Puis même s'il y a un juge, même si on est dans la situation, en guillemets, là, idéale, où il y aurait déjà une protection légale mise en place là, pour la personne qui a subi de la violence, ben ça va pas s'étendre à la descendance. Là. Donc, tant que l'enfant, une fois qu'il existe,
n'a pas lui-même ou elle-même été victime de quelque chose, il n'y aura pas de restriction là, quant à accéder à l'enfant. Donc, certainement, c'est quelque chose qu'on entend parfois. Je ne peux pas être liée à cette personne-là pour toujours. Pas toujours argumentée dans un contexte de violence, mais je ne peux pas me lier à cet humain-là pour le restant de ma vie. Très compréhensible. Mais sinon, ultimement, je pense qu'on a beaucoup normalisé l'idée de j'ai pas d'argent, j'ai pas de job, je suis dans une position super précaire. Euh, mais une raison commune et amplement suffisante, c'est je veux juste Ça me pas être tente pas. enceinte. Ben ouais. Puis c'est la seule question importante. Puis c'est souvent ce que je reflète aux gens quand ils me demandent. Ils me disent ah mais si, mais ça. Je dis non, moi j'ai juste une question. T'es pas pas obligé de me dire si t'aimes les enfants ou pas, puis si tu veux les enfants ou pas. Dans le futur, si t'en as, si la plupart des gens qui ont un avortement ont déjà eu des grossesses. La seule question, c'est là t'es enceinte. Comme on peut pas magiquement devenir unpregnant. Il y a 2 options. Tu continues ou t'arrêtes. C'est tout. Il y a juste 2 options. C'est ça C'est l'arme quoi la décision? décisionnelle. Veux-tu être enceinte aujourd'hui ou veux-tu qu'on te rende pas enceinte aujourd'hui? C'est la seule question qu'on pose, qu'on se pose. Après ça, si un jour tu veux X autre grossesse, good for you là. Ouais. La décision, elle est pour maintenant. C'est ça. On n'est pas en train de décider de ton futur au complet. On est en train de moi je décide rien là. Je fais juste accomplir ce que la personne veut. Mais la seule décision qui se passe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le moment. Et puis à partir du moment où tu me dis que tu es confiante qu'aujourd'hui le bon choix pour toi c'est d'interrompre la grossesse, après ça moi j'ai plus de questions. Je peux avoir des questions sur tes conditions de santé pour garder ça pour rendre ça le plus sécuritaire possible, mais tout ce qui pourrait rendre un avortement plus risqué et ce qui rendrait une grossesse vraiment plus risquée. Puis de la même façon qu'on parlait des raisons de continuer, tu sais, c'était une grossesse, si on flippe de script sur les raisons d'avoir un avortement, bien, il y a aussi cette question-là, quand on parle de risques, souvent les gens sont comme « Ah, mais il y a des risques à un avortement ». Mais une fois qu'on est enceinte, il n'y a pas d'autre façon justement de devenir unpregnant. Donc, tu as les risques d'une grossesse et d'un accouchement, tu as les risques d'un avortement, mais il n'y a plus d'option zéro risque parce que l'état de fait est qu'il y a grossesse. Ouais, je comprends. Fait qu'on ne peut pas comparer les risques d'un avortement par rapport au néant. Là. C'est pas le c'est comme si tu avais une vide maladie, puis tu dis c'est quoi les effets secondaires négatifs du médicament, mais il y a aussi les effets secondaires de la maladie. C'est ça, exactement. C'est quoi le pour et le contre Bien faire, selon c'est les de choix. rester qu'avec cette condition-là. Effectivement, donc, une fois qu'on est enceinte, c'est pas les risques d'un avortement versus le néant ou le vide intersidéral, c'est les risques d'un avortement versus les risques d'une grossesse puis d'un accouchement. Puis les risques d'une grossesse d'un accouchement sont de façon systématique à peu près 10 à 100 fois plus élevés que ceux d'un avortement. Fait que peu importe ton niveau de base de risque, c'est 10 à 100 fois plus dangereux de continuer. Ça doit dépendre de plein de facteurs, la condition de santé de la personne, l'âge à laquelle on a la grossesse. Demeure de façon, tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Quand même, hein? Puis c'est ça qui est intéressant dans comment on a normalisé comme le défaut, l'idée de vouloir, puis pouvoir, puis désirer être enceinte de façon répétée et récurrente. C'est qu'on a complètement évacué cette notion-là qu'il y a des risques à une grossesse puis un accouchement. C'est pas parce que c'est quelque chose de physiologique ou de naturel ou de normal que c'est sans risque. Et puis, on ne demande pas justement aux gens de justifier la prise de risque d'une grossesse. C'est vrai. Mais on demande aux gens une fois, le double standard. de, tu sais, méga consentir, signer des consentements écrits en plus d'oral double vérifié pour un avortement. Puis on fait jamais ça à une première visite de grossesse. Là. Hey, fait que là, vous savez que vous augmentez par un facteur de 50 votre risque d'hémorragie puis de dépression. Vous êtes d'accord avec ça? Pouvez-vous signer ici? Là? Avez-vous bien lu le disclaimer que vous pourriez mourir? Ça serait hyper mal reçu. Puis je dis pas qu'il faut faire ça. Mais, c'est juste pour comparer. Mais si on le met en comparaison, on réalise le double standard assez marquant là, de ce côté-là. Puis c'est quoi la procédure de A à Z? T'sais, si tu pouvais nous guider à travers, à partir du moment qu'une femme apprend qu'elle est enceinte, c'est quoi un peu le processus par lequel elle pourrait passer pour d'abord, à partir du moment qu'elle se questionne sur est-ce que je veux poursuivre la grossesse à terme ou non, puis jusqu'au moment où finalement on fait l'acte médical, l'avortement en soi? Donc, c'est sûr que là, on est dans une situation très différente d'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années où l'accessibilité aux tests de grossesse là, est vraiment plus facile. Là. Avant, c'était pas quelque chose qui s'achetait du tout en magasin, encore moins un test d'une telle sensibilité. Là. Maintenant, on a des tests tellement sensibles, en fait, qu'on se demande s'ils sont pas un petit peu trop sensibles là, parce que tu découvres une grossesse de comme 12 heures. Là, ah ouais, hein? Qui parfois n'aurait pas continué par ses propres moyens. Là. De là vient le terme grossesse chimique. Ça, c'est quand tu as un test qui se positivise puis qui se négativise sans qu'il y ait nécessairement eu de saignement ou quoi que ce soit. Puis probablement que c'est ça, c'est une fausse couche tellement précoce qu'on ne peut pas la qualifier de fausse couche, là, que si on n'avait pas fait des tests ultra-sensibles de façon répétée, on n'aurait jamais attrapé ça. Là. Mais on a des tests extrêmement sensibles là, maintenant. Donc, à partir du moment où quelqu'un pense être enceinte, bien évidemment, on conseille de
confirmer la chose avec un test. Ouais. Puis c'est encore drôle, mais des fois, on nous appelle pour un rendez-vous et il n'y a pas eu de test. Puis je suis comme, mais aussi confiante sois-tu dans tes symptômes, ça serait le fun qu'on confirme. D'avoir un test de Euh, grossesse acheté à la oui, pharmacie en premier. oui, puis les tests Dolorama fonctionnent très bien, là. Ah Il y a bon, pas de parfait. On n'est pas obligé de dépenser une fortune, ils sont tout à fait adéquats. Fait que peu importe la qualité du test, on confirme. Ensuite, il y a des gens pour qui, là, c'est évident, le test n'a pas eu le temps de finir de se positiviser ou de se négativiser, que la décision est claire dans leur tête. D'autres gens qui ont besoin de temps pour réfléchir, puis, tu sais, to each their own, c'est vraiment, vraiment, vraiment correct. C'est sûr que moi, je vois les gens souvent une fois qu'ils ont pris la décision de nous appeler. Puis généralement, quand les gens ont pris la décision de nous appeler, c'est qu'ils ont pris une décision tout court. Donc, il n'y a pas de délai là, nécessaire de réflexion. Il y a des gens que ça leur prend des jours et des semaines, des gens que ça leur prend des heures ou des minutes, puis c'est bien correct. Il y a des gens qui, en faisant le test de grossesse, sont comme « Et s'il est positif, c'est un non pour moi. Mhm. Je serais super excitée » ou « C'est zéro comme possibilité. » Puis ça, c'est vraiment correct aussi. Là. Les gens je pense que si on fait confiance à l'autonomie puis aux capacités réflexives des gens autour de nous, ben on leur force pas à y penser X temps pour Y minutes ou heures Mhm. pour justifier que c'est une meilleure décision. Là. Je trouve toujours ça très insultant quand je dis mais il faut vraiment prendre le temps d'y penser. Je dis, who are you pour dire comme combien de temps quelqu'un doit réfléchir à une décision dans sa vie? Là? Donc, c'est possible de prendre rendez-vous là, à partir du moment où la décision est claire pour nous. Puis il y a certains endroits qui vont demander là, d'être à un certain nombre de semaines pour différentes bonnes et mauvaises raisons. Là. Mais à partir du moment où on a pris une décision, on peut prendre rendez-vous. Puis il y a 2 méthodes là, principalement d'avortement. L'avortement qu'on appelle par médicament ou médicamenteux. On dit parfois la pilule abortive, mais c'est un peu un misnomer parce que ce n'est pas une pilule. Mais bon, OK. on y reviendra. C'est des médicaments. C'est plus qu'un comprimé, effectivement, c'est des médicaments. Puis l'autre méthode qui est ce on appellerait l'avortement procédural ou l'avortement par instrument, donc une aspiration là, utérine. Puis dans la plupart des cas, les 2 options sont une possibilité là, jusqu'à environ 10 semaines de grossesse. Il peut y avoir des situations qui nous feraient pencher vers l'un ou vers l'autre, mais la plupart des gens là, ont accès aux 2 options, puis c'est vraiment un choix personnel qui va guider. Dans certains contextes-là, il va y avoir une contre-indication à une ou l'autre des méthodes qui va faire qu'on va favoriser l'autre, mais généralement, là, les gens ont les 2 choix au premier trimestre, puis jusqu'à peu près 10 semaines. Je pense que c'est important de rappeler que quand on dit qu'une grossesse est 4, 6, 10, 12, 24 semaines, on calcule toujours par rapport aux dates de menstruation, là, par convention sur toute la planète. Et donc, évidemment, quand on est menstrué, nous ne sommes pas enceintes, hein, il va sans dire. L'ovulation va se faire à peu près 2 semaines après. Là. Ça peut varier selon les gens puis leur cycle. Puis la fécondation et l'implantation vont se passer dans les jours suivants. Puis le test va se positiviser là, autour de 3 à 4 semaines après les menstruations. Fait que quand quelqu'un découvre être enceinte, on est déjà généralement au moins 4 semaines, souvent beaucoup plus. 5, 6. 5-6 selon la durée du cycle, à quel point il y a des symptômes évidents, à quel point c'est commun pour eux d'être en retard. Surtout, puis retard est probablement pas le bon mot, là, surtout c'est pas tout le monde qui saigne exactement au même nombre de jours. C'est pas tout le monde qui a une vie où est-ce que ça peut être prioritaire de suivre son cycle. Donc, c'est ça. Par le moment où on se rend compte là, que grossesse il y a, on peut déjà être à 4, 5, 6 semaines là, facilement. Et donc, c'est quand même pas si... On a quand même pas tant... Ouais, le 10 semaines est proche. Là. Ça arrive quand même plus vite qu'on le réalise s'il n'y a pas beaucoup d'accès dans la région où on est ou s'il y a différentes là, contraintes pour si on se rendre à hésite. un rendez-vous. Fait que ça, il y a le temps de s'en rendre compte, de le confirmer, de prendre sa décision, de trouver un endroit qui nous convient, qui est accessible, puis de se rendre à ce rendez-vous-là. Le temps peut quand même passer relativement vite. Mais à partir du moment où on voit des gens là, dans les premières semaines où la grossesse est confirmée, habituellement, on a le choix des 2 méthodes. Puis après 10 semaines, parfois un peu plus, là, parfois on va aller un petit peu plus loin avec les médicaments, mais généralement, autour de 10 semaines, c'est là qu'on va commencer là, à favoriser plus l'avortement par instrument, alors qu'avant, c'est vraiment, vraiment un choix personnel qui va être disponible selon les cliniques puis les régions jusqu'à 10, 12, 14, 15, 18 semaines, selon là, un peu où est-ce qu'on est. Puis c'est là que l'accès peut rapidement péricliter parce que si on est dans une grande ville où il y a plusieurs cliniques, puis il y a des cliniques qui vont justement jusqu'à 14, 15, 16, 17 semaines, on a encore un petit peu de temps
Mais si on est dans une région où tout s'arrête à 10 ou à 12, Ouais. puis qu'il y a 1 ou 2 ou 3 semaines d'attente, pour avoir son rendez-vous, ben là, très rapidement, là, les délais, s'accumulent. Puis c'est là qu'on voit souvent des gens même changer de région, là, pour obtenir des soins, soit parce que les délais sont inacceptables pour eux dans leur région, soit pour une autre raison. Tu sais, c'est pas accessible, les horaires, le lieu, peu importe. Mais c'est quand même problématique. Il y a des gens qui aient besoin de changer de région pour obtenir un soin médicalement nécessaire Ouais, qui est clairement. très time sensitive. Là, tu sais. Mhm. Il n'y a pas grand-chose qui est aussi sensible au temps qui passe que le besoin d'avoir un avortement. Si tu veux un avortement puis tu as décidé que c'est ça que tu faisais, tu le veux hier. Mhm. Puis chaque journée d'attente est un supplice potentiel. Puis aussi, ben, plus un avortement est tôt, plus il est généralement facile à vivre et sécuritaire. Donc, il y a aussi une raison médicale et psychologique d'essayer d'offrir ces soins-là très, très rapidement à partir du moment où la décision est prise. Ouais. Jamais de rush une décision, mais qu'une fois que quelqu'un fait une demande, que vraiment les choses puissent débouler rapidement si c'est son désir, parce que c'est une situation super difficile dans laquelle être, savoir qu'on est enceinte, savoir qu'on veut pas être enceinte, Ouais. avoir des symptômes, puis juste attendre un rendez-vous, là, c'est très difficile. Fait que je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup là, sur ces questions de délai-là. On n'a pas de standards minimaux d'accès. Puis il y a des gens qui accèdent très rapidement aux soins, mais il y a des gens qui attendent très longtemps aussi, là. Puis est-ce que c'est des raisons médicales qui font en sorte qu'après le 10, 12, 14 semaines, on doit favoriser un avortement procédural? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut plus faire l'avortement médicamenteux? Ouais, fait que généralement, on dirait que de routine, la plupart des gens vont aller jusqu'à 10 semaines. Ensuite, dans certains cas, un peu plus, 11 ou 12. C'est sûr que plus la grossesse avance, un avortement médicamenteux, c'est une fausse couche qu'on déclenche, dans le fond. OK, Fait que c'est ouais. sûr que plus la grossesse avance, plus la fausse couche va être quand même difficile. Ensuite, si pour OK, une oui. raison ou une autre, la personne ne peut pas ou ne veut pas avoir une intervention procédurale, peut-être qu'on va on va aller un petit peu plus loin. Puis il y a une différence de contexte si on est dans un pays, dans un État, dans une juridiction où l'accès à l'avortement par procédure n'existe pas, ben là, on va peut-être étirer la sauce un peu plus de ce qu'on fait par médicament. Mais dans le contexte québécois où la plupart des gens ont accès relativement facilement à un avortement procédural, ben après discussion des risques et des bénéfices, la plupart des gens vont dire ouais, je pense que ça serait quand même mieux qu'on fasse ça. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien de magique à 10 semaines et un jour, là, puis ça devient impensable. Mhm. Je pense que la routine, là, puis c'est ça que la SOGC, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada dit, jusqu'à 10 semaines, ça devrait être assez routine. Pour des praticiens d'expérience, on peut considérer d'aller plus loin, 10 à 11 par exemple. Au-delà d'11, il faudrait quand même des situations assez particulières ou des gens assez expérimentés pour le faire, mais c'est pas un non-non. Puis dans d'autres juridictions, ben c'est ça, les mêmes médicaments sont utilisés jusqu'à 12 ou 14 semaines. Là, fait que c'est pas impossible techniquement, mais ça devient quand même plus difficile pour la personne. Fait que c'est là que généralement, là, on a un certain shift, mais ça dépend toujours de à quel point la personne est ouverte ou fermée avec raison, puis toutes les raisons sont bonnes à une méthode ou non. Il y a des gens qui disent non, tu sais, parlons-en, mais les deux, grosso modo, me conviendraient. Puis il y a des gens pour qui l'une ou l'autre des méthodes est complètement impensable. Fait que dans ce cas-là, ben, on va essayer de tout faire pour rendre la méthode préférée, celle qui va se produire. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi clair dans sa décision. Puis on a des outils d'aide à la décision, puis des tableaux comparatifs des deux méthodes, parce qu'il y a des gens qui les deux leur semblent tout à fait acceptables. Et puis la même chose qui peut être considéré comme un bénéfice puis d'une méthode peut être considéré par quelqu'un d'autre comme quelque chose de très problématique. Fait qu'il y a des femmes qui vont me dire hey, moi l'idée de prendre des médicaments toute seule à la maison, je trouve ça super empowering. En fait, je reprends le contrôle sur cette situation-là. Je fais ça où je veux, quand je veux, entourée des gens que je veux ou de personnes. Tu sais, j'ai vraiment le contrôle sur la situation. C'est moi qui gère ça, puis j'adore, tu sais, j'adore cette sensation-là de reprise de contrôle sur une situation où j'ai l'impression de le perdre. Puis je vois ça comme quelque chose de positif, là, de moi-même prendre les médecins, de moi-même agir. Puis je suis super contente pour eux que la méthode existe dans ce contexte-là. Mais quelqu'un peut me décrire la même chose dans des termes complètement opposés. Dis-moi, l'idée de devoir faire ça moi-même me terrorise. Mhm. Je m'horripile. Le fait de faire ça seul, je trouve ça hyper stressant. D'autogérer ma douleur avec mes médicaments, ça me terrifie comme idée. Puis il n'y a rien de mal dans ça aussi, là. La perspective est tout à fait légitime, mais c'est le même acte qui est perçu par des personnes différentes, comme ces deux extrêmes-là et tout ce qu'il y a dans le milieu. Même chose pour un avortement procédural. Il y a des gens pour qui se mettent en position de lithotomie, là, les genoux dans les étriers, de regarder le plafond, d'avoir un examen gynéco, c'est jamais une partie de plaisir, Mhm. mais c'est pas such a big deal. Puis il y a des gens pour qui c'est impensable, le cache complet, c'est un non, on va tout faire pour éviter ça. Puis tout ça est correct aussi, là. Ouais. Concrètement, là, un avortement par médication,
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que le médicament fait? À quoi ça sert? Puis comment, au final, l'avortement est complété? Fait que dans le fond, on provoque une fausse couche. C'est Mhm. aussi simple que ça. C'est physiologiquement la même chose qu'une fausse couche. C'est juste que on déclenche la chose. Ouais. Et donc, il n'y a aucune façon, en fait, de déterminer si quelqu'un qui vit une fausse couche est une fausse couche qui a été induite Ah, ou ouais, qui est OK. arrivée naturellement. Fait que souvent, dans des juridictions, justement, hostiles, il va y Hmm. avoir beaucoup de craintes et de peurs autour de, ben, on pourrait découvrir, mais à moins que quelqu'un trouve l'emballage de pilule dans des poubelles, la pilule dans ta bouche, il n'y a aucune façon de trouver ça, là, qui a été validé dans le sang ou Ouais. autre. Euh, donc, là où c'est un peu un misnomer, la pilule abortive, c'est que ce n'est pas une pilule. C'est 2 types de médicaments qu'on prend à un certain intervalle. Donc, le premier médicament, c'est la mifepristone. Puis c'est dans le fond un bloqueur de progestérone. Ça ressemble beaucoup à un des contraceptifs oraux d'urgence qu'on a, le Lulipristal est là. Puis ça va venir essentiellement, pas toujours, là, mais parfois arrêter la grossesse, puis certainement comme un peu décoller le sac de la grossesse de la paroi utérine, puis primer, là, préparer le col à une fausse couche. Fait que ça a différents effets. Puis là, le deuxième médicament va provoquer des contractions et déclencher là, la fausse couche. Puis il y a un 24 à 48 heures d'écart entre les deux médicaments. Donc, une fois qu'on prend le premier médicament, le processus n'est pas réversible, mais on peut continuer à vivre sa vie là, essentiellement normale. Puis dans le fond, le moment où il faut être un peu plus tranquille, chill à la maison avec ses antidouleurs, c'est quand on prend le deuxième médicament. Mais ça, c'est Mhm. 24 à 48 heures plus tard. Fait que assez régulièrement, je vais voir des gens qui partent avec les 2 boîtes de pilules ou qui, des fois, prennent le premier avec moi en clinique, mais retournent à l'école, au travail, chercher leurs enfants à la garderie, vivent leur vie, puis que 32 heures plus tard, une fois que là, sont dans une situation qui leur convient, là, elles prennent les deuxièmes, puis là encore, c'est 4 comprimés, la deuxième boîte, là, vont prendre la deuxième médication qui est 4 comprimés. Encore une fois, c'est là que t'en dis la pilule, les gens pensent que Ouais. c'est un comprimé, puis c'est fini, là, mais c'est 1, puis 24, 48 heures plus tard, 4. Et c'est là qu'on va déclencher là, la fausse couche qui généralement va arriver à peu près 1 heure, là, va commencer à peu près 1 heure après avoir pris les deuxièmes médicaments qui est le misoprostol. Mais ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Là. Puis dans le fond, j'imagine, on dirait logiquement, la raison pour laquelle ça devient plus compliqué de faire cette procédure-là par médication, passer 10 semaines, c'est que le fœtus grossit, puis que dans le fond, c'est comme si on le fait trop tard, ça deviendrait quasiment de faire un réel accouchement, comme seul chez soi un peu. Fait que c'est Ça deviendrait arrivé compliqué. qu'il y ait des erreurs de datation puis que quelqu'un fasse une fausse couche puis elle était plus avancée qu'elle pensait. Ouais. C'est pas nécessairement pas sécuritaire, OK. mais c'est quand même plus intense à vivre. Ouais, plus compliqué. Plus le sac dans lequel la grossesse se développe ou va se développer grossit, plus ça fait mal de le passer à travers un col Mhm. de l'utérus. Et donc, plus chaque semaine de grossesse de plus rend le processus en moyenne plus de crampes, plus de saignements, plus de douleurs. Mais c'est un processus graduel. Il se passe rien justement à 8 semaines et 1 jour ou à 10 semaines et 1 jour. C'est un processus qui est graduel, mais tu sais, pour connaître des femmes et des patientes qui ont eu, par exemple, un avortement médical une fois à 5-6 semaines puis une fois à 9-10, ils vont dire, ouais, c'est quand même vraiment pas la même game. OK, Tu sais. ouais. Si c'est une grossesse très, très, très précoce, le feeling, c'est d'une grosse menstruation. Là. Mhm. C'est une Mhm. vilaine menstrue, mais tu sais, elle est plus difficile que les autres, mais c'est pas mal essentiellement dans le même range. Alors qu'à 9-10 semaines, on a plus le feeling de faire une fausse couche. Mais il y a des gens qui me décrivent ça comme super intense, beaucoup de saignements, beaucoup de douleurs. D'autres sont comme, ben oui, j'ai eu des crampes, mais bon, Très variable. c'est ça. Fait que c'est une expérience qui est super personnelle. Puis même chose pour un avortement procédural. Les gens vont se souvenir de différentes choses, d'avoir vécu différemment. Euh, mais c'est sûr que je pense que dans le contexte de l'avortement médical, il y a encore plus euh, une importance d'essayer d'accorder le soin le plus rapidement possible à partir de la décision parce que ça va beaucoup changer l'expérience. Personne ne devrait être forcé de rester enceinte plus longtemps qu'il veut, peu importe la méthode d'avortement. Je dis pas qu'il faut faire attendre les gens qui veulent une procédure, mais pas ceux qui veulent un médicament. Mais l'expérience de la procédure et pour la personne qui la vit et pour le soignant est essentiellement la même à 6, 8 ou 10 semaines, alors que l'expérience là, d'un avortement par médicament à 5, 7, 9 semaines n'est vraiment Ouais. pas la même. Mais je dis pas qu'il faut pas travailler sur l'accès aux deux méthodes en même temps. C'est juste dommage de voir qu'il n'y a pas toujours ce sentiment d'urgence-là de donner le soin vite, bien, de la façon que la personne le désire assez rapidement à partir du moment que la Ouais. décision est prise. Puis pour l'avortement procédural, concrètement, au niveau technique, qu'est-ce que ça implique? Comment ça se fait? Est-ce que c'est long? Non, c'est pas long. Puis généralement, c'est ça, les gens s'attendent à ce que ce soit quelque chose qui est vraiment plus gros que Ouais. c'est. Je pense que c'est un des grands bénéfices du film, là, du documentaire Libre de choisir, c'est que, étant donné que
que les cliniques permettent aux réalisatrices de rentrer dans les cliniques, rentrer dans les salles, et les femmes permettaient là, qu'on vienne filmer pendant. Ça vient vraiment dédramatiser. Là, on réalise que ça se fait dans une salle de procédure vraiment normale, relax. C'est pas de la haute voltige Ouais. médicale. T'as pas une équipe de chirurgie avec Non, 12 c'est personnes, ça. tu sais. Tu sais, this is not open heart surgery. Là. Mhm. C'est pas. Puis je pense que c'est une des raisons aussi qu'on essaye vraiment d'aller vers avortement par instrument ou avortement procédural plutôt qu'avortement chirurgical. Ouais. Parce que quand on dit chirurgical, les gens ont l'impression qu'on va être dans une salle d'opération, dans un hôpital, qu'il va y avoir un anesthésiste, qui vont être intubés, qui vont être endormis, que je vais Mhm. ouvrir leur ventre alors que rien de ça ne se produit. Ouais. On est dans une salle de procédure très standard, très propre et très fonctionnelle, mais qui n'a pas des appareils de haute voltige médicale. C'est une sédation qu'on appelle consciente, généralement. Donc, oui, il y a un cathéter dans le bras, puis on pousse un médicament, mais la personne reste consciente, est encore elle-même, n'hallucine pas là, des poules qui volent. Est capable de nous parler. Certaines personnes vont vouloir fermer leurs yeux, faire une sieste, mais est tout à fait capable de faire une phrase cohérente si le cœur lui en dit. Là. Puis il y a des gens qui aiment et qui veulent parler pendant. Il y en a qui veulent juste se recentrer sur eux-mêmes, fermer leurs yeux, essayer là, de s'endormir au possible. Donc, on est dans la salle 15, 20, 30 minutes parfois, mais c'est parce que on rentre, on se déshabille, on s'installe, on fait l'échographie, on pousse le médicament, on attend qu'il agisse, on répond aux questions, si on sait. Il y a tout un autour. La procédure elle-même, généralement, c'est quelques minutes. Là. C'est vraiment pas très long. Puis ça commence comme un examen gynécologique assez standard, là, donc étrier, spéculum. On voit le col, on va rincer le col, on va faire les prélèvements si nécessaire. Puis en fait, on va graduellement ouvrir le col de l'utérus là, avec des petites tiges qu'on appelle des dilatateurs jusqu'à la taille nécessaire pour passer une toute petite paille, qui est comme ça qu'on va aspirer le sac de la grossesse. Fait que dans le fond, étant donné qu'on sait quelle paille on doit utiliser versus pour le stade de la grossesse, ben c'est là qu'on va ouvrir le col avec le dilatateur jusqu'à cette taille-là. Mais toute cette portion-là, installer le spéculum, dilater, aspirer, retirer tout ça, on parle de quelques minutes, là, généralement. Donc, c'est assez rapide. Là. Puis, il n'y a pas de délai maximum à partir duquel on peut avoir un avortement. Fait que, vu qu'il n'y a pas de situation légale en soi, oui, peut-être que c'est un peu plus compliqué médicalement, mais on pourrait mettre fin à une grossesse très avancée quand même. Donc, il n'y a pas de limite légale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, puis ça ne devient pas un peu plus compliqué, ça devient beaucoup plus compliqué. OK. Pas médicalement, logistiquement. Ah oui, un peu plus compliqué médicalement, mais c'est surtout logistiquement. Donc, malheureusement, dans beaucoup de régions, après 10, 12 ou 14 semaines, il n'y a plus vraiment d'accès localement. C'est variable. Il y a des régions où ça va un petit peu mieux, d'autres non. Puis il y a beaucoup de régions au Québec qui ont seulement 1 ou 2 points de service. Il y a des régions du Québec qui n'en ont aucun. Donc, rapidement, quand les délais avancent, il y a plus de nécessité d'aller vers certains grands centres. Ensuite, jusqu'à 14, 15 semaines, c'est quand même encore très facile de faire ça tout dans la même journée. À partir de 12, 14 semaines environ, là, selon les endroits, il y a un peu de flou médical sur le moment exact où commencer, là, fait que ça devient un peu une question d'habitude. Là, dans telle clinique, on fait ça comme ça. On va faire ce qu'on appelle la préparation du col. Fait que ça veut dire qu'on va voir la personne, puis on va soit insérer des médicaments dans le vagin, soit une petite tige qui va ouvrir doucement le col. Puis là, la personne peut aller vivre sa vie pendant quelques heures, puis on va faire la procédure dans un certain temps. Ça reste encore possible de tout faire ça là, dans la même journée, mais ça implique que le rendez-vous va être un peu plus long. Ça va être comme 2 plages de rendez-vous avec un gap de quelques heures entre les deux. C'est pas partout que c'est comme ça, mais il y a certaines cliniques, dont le Centre de santé des femmes de Montréal, où est-ce que le processus se fait tout dans la même journée. Donc, on va voir les gens tôt le matin, préparer le col, elles peuvent rester avec nous ou aller prendre une marche, puis on va les revoir en après-midi pour la procédure. Fait que oui, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, mais essentiellement, ça se fait quand même de la même façon, là, entre guillemets, puis dans la même journée. À partir du moment où le nombre de semaines avance, la préparation du col va devenir un peu plus importante. Puis c'est là que parfois, il va falloir faire ça sur 2 jours, voire 3 jours. Donc, on va placer justement là, ces dilatateurs-là. La personne retourne vivre sa vie. On se revoit le lendemain, on les enlève, on les change pour des plus gros. Et on retourne vivre notre vie, on revient. Et là, on fait la procédure. Fait que quand ça avance d'un point de vue médical, c'est ça, la préparation du col devient plus longue, devient un petit peu plus complexe. Puis oui, la procédure change un peu en termes de complexité, mais ça reste les mêmes mains des mêmes médecins qui sont capables de faire ça. Ça devient pas complètement le jour et la nuit non plus. Puis c'est très, très graduel là, d'une semaine à l'autre. Encore une fois, il n'y a rien qui se passe à 12, à 14. C'est vraiment une courbe. À Montréal, on est dans une situation super privilégiée où il y a de l'accès à des soins qui ne devraient pas être une situation d'un grand privilège. Là.
c'est comme la meilleure ville sur la planète où avoir une Mhm. grossesse avancée puis besoin d'un avortement, mais c'est dommage que ça soit comme ça, là. Ça devrait être beaucoup plus courant qu'une ville ait un meilleur accès. Donc, on a quand même un accès là, qui est tout à fait là, acceptable dans le deuxième trimestre. Ensuite, c'est assez rare là, à travers la planète qu'il y ait des programmes organisés d'avortement pour le troisième trimestre. Ça ne veut pas dire que ça ne se produit jamais, mais ça devient beaucoup plus le parcours du combattant. Puis même au Canada, c'est vraiment pas la norme. Au Québec, c'est possible logistiquement, mais ça devient vraiment, vraiment plus difficile à organiser, à vivre, etc. Donc oui, légalement, au Canada, il n'y a pas de limite d'âge gestationnel pour un avortement, mais c'est sûr que d'un point de vue logistique, selon la province où on est, la ville où on est, notre statut là, d'assurance et tout, ça peut Mhm. devenir vraiment plus difficile là, à partir de la fin du premier trimestre, là, donc autour de 14 semaines, là, 12 à 14. Ça peut vraiment se complexifier. Donc, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières d'accès, puis c'est vraiment pas facile. C'est pas tu te réveilles un matin à 22 semaines, puis l'avortement se passe cet après-midi, loin de là. Donc, il y a encore un accès, mais les choses périclitent assez rapidement. Là. Fait que même si c'est théoriquement possible, il faut quand même vraiment plus là, vouloir puis se battre quand le nombre de semaines augmente. Là. Puis il arriverait quoi, mettons, quelqu'un qui est rendu à 25, 30 semaines, qui, pour une raison X ou Y, déciderait à ce moment-là qu'elle voudrait mettre fin à la grossesse? Donc, une fois qu'on dépasse la fin du deuxième trimestre, la procédure se fait essentiellement par accouchement. Donc, c'est sûr que là, dans les raisons que ça devient logistiquement plus compliqué, c'est que ça se passe plus en clinique, ça se Ouais, passe c'est ça, à à l'hôpital. l'hôpital. Donc là, il faut trouver un hôpital, il faut Mhm. trouver une équipe médicale pour pouvoir faire tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une des raisons là, ça devient de plus en plus compliqué à organiser. Mais ça, c'est des questions de logistique plus Ouais, que ouais, je médicales. comprends. OK. Mais qui va se battre pour la logistique de Mhm. ça puis l'accès? Donc, Parce qu'au niveau médical, c'est-tu plus compliqué qu'un accouchement non. autre? OK. C'est vraiment les barrières logistiques de Ça l'organiser, reste là. une induction là, médicalement. Ouais. Puis même si les risques d'un avortement à un stade plus avancé augmentent, ils restent toujours inférieurs à ceux de poursuivre la grossesse. Mhm. Ensuite, c'est extrêmement rare des avortements au troisième trimestre, mais ça arrive. Ouais. Puis je pense qu'il faut garder la même perspective qu'au premier trimestre. Ta raison, c'est la bonne. C'est pas à nous de justifier les raisons. Je suis sûre que quelqu'un a de très bonnes raisons pour faire ça au deuxième ou au troisième trimestre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui prenait ça à la légère. On n'est pas dans la vie des gens, on connaît pas leurs circonstances. Puis dans les raisons qui mènent là, à un avortement au deuxième ou au troisième trimestre, il y a entre autres découvrir sa grossesse à un stade plus avancé. Puis Mhm. là, c'est tout à fait, c'est facile à comprendre. Tu peux pas perdre ton droit à l'avortement parce que ça a donné que pour plein de raisons médicales, toi, tu l'as appris plus tard. Ouais. Ça serait injustifiable. Des fois aussi, les informations changent au cours de la grossesse. Là, fait qu'on apprend quelque chose sur la condition de la grossesse. On apprend qu'il y a une anomalie, on apprend qu'il y a un problème avec la grossesse qui peut venir changer notre décision de poursuivre ou pas. Notre vie aussi peut changer. C'est malheureux, mais la grossesse est un moment où il y a beaucoup d'escalade de violence à l'intérieur de familles, puis de couples, puis de relations. Puis c'est pas rarissime là, qu'on entend quelque chose comme ben là, je peux plus être enceinte parce que initialement c'était désiré, mais la semaine passée, hier, avant-hier, c'est là qui m'a frappé pour la première fois. Il y a Mm. eu une escalade, on est Ouais, passé ouais, d'une ouais. violence verbale à physique ou il y a eu une escalade de violence physique. Puis la personne dit OK, non, je peux vraiment pas me lier à cet humain-là. Là. Ouais. Donc, c'est malheureux, mais notre vie peut changer aussi. Peut-être qu'au début, c'était une bonne nouvelle où on était un peu ambivalent, mais on se disait que c'était quelque chose qu'on pouvait puis qu'on voulait continuer. Puis là, nos circonstances de vie font qu'on ne peut plus le penser à ça. Donc, dans les raisons principales, c'est ça d'avoir un avortement au deuxième ou au troisième trimestre, c'est soit découvrir la grossesse plus loin, soit avoir des nouvelles informations médicales, soit avoir des circonstances de vie là, qui ont largement changé de ce côté-là. Mais les raisons des femmes restent complètement valides. Et puis, elles ne devraient pas perdre leur droit à l'avortement à cause qu'elles sont à semaine Ouais. X. Puis c'est pour ça que j'insiste que c'est le bon cadre légal qu'on a. C'est parce que c'est des situations qui sont uniques, c'est des situations qui sont particulières, c'est des situations qui sont personnelles. Puis la loi n'a vraiment rien à voir d'en décider le nombre de semaines parce que ça ne pourra jamais comprendre que des deux bords du nombre X que tu choisis, il y aura des histoires qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin des personnes qui ont besoin d'avoir accès aux soins, peu importe qu'elles tombent de ce côté-là ou de ce côté-là Ouais. de la ligne. Dans le documentaire, ça faisait état des centres anti-avortement. Tu sais,
au Québec, si ma mémoire est bonne, il y a 3 centres où les gens peuvent avoir des bonnes informations pour être accompagnés sur la prise de décision, donc un peu comme des centres d'accompagnement. Mais il y a aussi différentes fausses cliniques Mhm. d'information où les gens pourraient aller, puis un peu, il va y avoir une espèce d'organisation pour, bon, je vais dire manigancer, là, à défaut de trouver un meilleur mot, mais de peut-être amener les gens à réfléchir 2 fois avant de le faire, peut-être essayer de les convaincre doucement de maintenir la grossesse. Euh, et dans le documentaire, on voit qu'il se base beaucoup sur un peu faire peur aux gens. Mhm. Tu sais, la catastrophisation de l'avortement, de parler des risques et des conséquences, alors que tu faisais état tantôt des conséquences qui existent aussi, puis des risques de continuer une Mhm. grossesse. Donc, tu sais, ça, déjà, ça défait le mythe. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement, tu sais, des données par rapport, est-ce qu'il y a réellement des conséquences potentielles futures versus de poursuivre une grossesse à terme qui était non désirée? Tu sais, de maintenir une grossesse puis d'avoir un enfant quand finalement on n'était pas prêt, on voulait pas. Ça, on dirait, dans mon sens à moi, c'est facile de voir les conséquences potentielles autant individuelles sur l'enfant, sur les parents, sur la société, euh, versus de mettre terme à une grossesse en soi. Oui, il y a toujours des risques et des bénéfices à tout dans la Mhm. vie. Là. Fait que là, tu sais, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de décortiquer. D'une part, les centres anti-choix communs, problématiques, vraiment un enjeu mal connu, peu documenté. On travaille sur la question. Là, il y a finalement eu du financement pour mieux documenter le phénomène au Québec. Mais c'est vraiment important que les gens sachent que ça existe. C'est pas toutes les organisations qui sont là pour faire du counseling pro-choix. Puis je pose la question tout le temps quand je donne une conférence, quand je donne un cours, quand j'enseigne, peu importe à qui. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à une collègue, une amie qui vous dit, je suis enceinte, je veux pas être enceinte, ou en tout cas, je suis pas sûre que je veux être enceinte, je veux en parler, je veux réfléchir. Puis souvent, les gens disent, je leur dis d'appeler au centre de santé des femmes, je leur dis d'appeler à la clinique féminin. Ils parlent de clinique d'avortement. Je dis, non, ça, Mhm. c'est une fois que tu as décidé Ouais, c'est qu'est-ce la que clinique tu où on veux. va faire l'acte. On va parler du type de méthode que tu veux, mais on va pas parler, on peut, mais on n'est pas là principalement pour ça. On va dire, ben, je lui dis d'appeler, je sais pas, au CLSC ou son médecin de famille. Bon courage dans certains cas. Ouais. Peut-être que ça pourrait être un petit peu long. Ce serait bien mieux à l'heure. Il y a juste trois organisations qui vont faire du counseling d'options, poursuivre ou pas la grossesse, de façon pro-choix, de façon soutenante, sans jugement. C'est pas facile. C'est des gens qui sont bien formés pour le faire Ouais. en reflétant vers la personne ce qu'elle dit et non pas en imposant nos propres jugements. C'est très, très difficile d'être neutre sur une question dans la vie, surtout des questions de santé reproductive. Là. Fait que ça prend tout un training pour essayer de pas laisser nos propres biais. Tout le monde a des biais, influencer ce qu'on dit, puis comment c'est reçu. Fait que moi, je dis aux gens, présume que tout est anti-choix, sauf ces trois Sauf ces centres-là, trois-là. parce que c'est probable que ça le soit au moins un petit peu. Fait que c'est SOS grossesse, SOS grossesse estrie, grossesse secours. That's it, that's all. Il y a 4 mots en tout, c'est pas compliqué. Si quelqu'un autour de vous a besoin de counseling, de soutien dans une grossesse non planifiée ou dont il y a une certaine ambivalence quant à ça, c'est l'endroit où aller chercher un counseling pro-choix. C'est à Sherbrooke, Québec, Montréal, respectivement. Mais il y a du soutien qui peut se faire là, par clavardage, par téléphone, Mhm. autre. Fait qu'on trouve moyen d'aider les gens. C'est des superbes organisations à soutenir. C'est vraiment important ce qu'elles font. Très, très important. Ensuite, oui, il y a des centres qui se disent des centres de crise ou d'aide à la grossesse, qui a plusieurs terminologies qui peuvent être utilisées, qui ont un message anti-choix qui peut être extrêmement ferme et avéré ou peut être un petit peu plus soft puis difficile Plus à déceler. subtil. Puis effectivement, une fois qu'on connaît le phénomène, ben là, on remarque des termes, des mots sur les sites web, des choses dites. Une fois qu'on sait que ça existe et on comprend le phénomène, on a l'esprit un peu plus affûté là, à voir les signes puis les premiers drapeaux là, qui anguillent sous roche. Des fois, toute une famille d'anguilles en Ouais. dessous de la roche. Mais malheureusement, c'est un phénomène que les gens perçoivent comme quelque chose de rare et de lointain. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis, peut-être dans le reste du Canada, mais pas au Québec. Mais non, ça existe. C'est sûr que le phénomène est vraiment gravissime là, aux Plus, États-Unis amplifié. en termes de quantité de centres puis de gravité de ce qui s'y dit et dans certaines provinces canadiennes, mais ça existe aussi au Québec. Pas aussi dramatique. T'sais, en Ontario, il y a 2 fois plus de centres de crise que de praticiens d'avortement. Là. Ah oui, hein? Donc C'est 2 pas la fois plus de panacée. centres, entre guillemets, anti-choix. Ouais, entre guillemets, ouais, parce que des fois, c'est des individus, des Ouais. organisations, des centres, ça peut être différentes choses, mais oui, en moyenne. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là. Mhm.
Mais ça existe aussi au Québec. Puis il y a aussi des organisations dont c'est pas la mission centrale, mais qui ont un petit discours teinté anti-choix là, qui percole dans tout ça. Puis c'est effectivement des centres où on va tout faire en fait pour décourager une femme de même considérer interrompre sa grossesse, de l'interrompre ou de même de le considérer, tout en disant qu'on est là pour te soutenir, puis ton choix c'est le bon, mais qu'on va orienter effectivement la discussion. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est même tendre de dire elles vont plus à réfléchir par deux fois. C'est comme si on était tweet là, quand on réfléchissait juste une fois. Alors que non, c'est pas comme ça. Mais oui, ils vont tout faire, incluant mentir à une femme parfois pour convaincre que l'avortement justement est unthinkable, n'est pas une option. Ouais. Ils vont pas dire que c'est illégal. Ça serait difficile au Canada de justifier ça. Ben parfois il y a des gens qui mentent tout court. Le mensonge n'est pas illégal dans la vie. Non. Parce que souvent on dit, mais comment on fait pour les fermer, pour leur interdire? Mais mentir, à moins que tu appartiennes à un autre professionnel puis tu dis des choses qui correspondent pas à ton code de déontologie, le mensonge n'est pas illégal. Ouais. Ou que tu vendes quelque chose, puis là, ce soit de la fausse représentation. Ouais. Mais là, si tu vends rien, puis c'est juste comme un organisme d'accompagnement, Exactement, là, c'est dur au discernement. sens de la loi. Voilà. Fait qu'il n'y a pas d'assise légale pour arrêter ça. Il faut être vraiment vigilant. Puis c'est pour ça que je dis que c'est plus facile de garder une liste de centres pro-choix que ce mouvement complètement évolutif là, de centres anti-choix. Fait que oui, on va tout faire, incluant mentir à des femmes là, pour les convaincre de ne pas considérer l'avortement, ce qui est absolument scandaleux. Puis utiliser toutes sortes de techniques justement soit d'humaniser la grossesse, le fœtus, soit de dramatiser le processus d'avortement, comme tu dis, d'amplifier les risques d'un avortement, de vivre dans le déni complet des risques d'une grossesse. Puis comme tu dis, il y a des risques et des bénéfices à tout. Fait que tu sais, on a il y a deux grandes décisions à prendre dans l'arbre décisionnel. On est enceinte, on continue ou on interrompt. Puis l'idée de l'adoption est merveilleuse. Il y a plein de gens adoptés autour de moi. Je suis très heureuse qu'ils y soient dans ma vie de par ce phénomène-là. Mais l'adoption, c'est quelque chose qu'on fait pour trouver des parents à des enfants qui en ont pas. Pas pour supply des enfants à des gens qui en veulent. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que ça devrait être ça. Mm-hmm. On peut avoir plusieurs opinions sur la question. Mais c'est un choix qui se passe à un autre moment de la grossesse. T'es au début de ta grossesse, tu te rends compte que tu es enceinte, tu dois choisir d'interrompre ou de continuer. Si tu es capable de continuer la grossesse, psychologiquement, physiquement, c'est quelque chose que tu arrives à faire, tu as une deuxième décision à prendre plus tard, qui est est-ce que tu veux parenter ou pas. Ouais. Mais les trois options ne sont pas Ça à se la prend pas au ligne de même moment. départ. Ouais, c'est ça. Tu fais pas une adoption à 6 semaines de grossesse au test positif. Faut passer à travers toute une grossesse et un accouchement. Puis c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on sait pas c'est quoi une grossesse puis un accouchement, de passer à travers tout ça et ensuite de placer pour adoption. Ça arrive, ça existe, c'est merveilleux de plein de façons, mais je pense qu'il faut recentrer ça autour. L'adoption, c'est quelque chose qu'on fait pour trouver des familles puis des parents à des enfants qui en ont besoin. C'est pas une façon de supply tout le monde du type d'enfants qu'ils veulent. Ouais. Puis il y a plein d'enfants qui sont légalement adoptables au Canada. Mais ils sont soit en groupe de fratrie puis il y a des gens qui veulent pas ça, ou alors ils sont un peu plus âgés puis les gens veulent un cute bébé. On va dire les vraies choses, des fois ils sont pas assez blancs ou assez en santé pour ce que certaines personnes voudraient. Je veux pas minimiser ou diminuer le désir de beaucoup d'adultes qui arrivent pas à avoir de grossesse, de vouloir un enfant, puis de le vouloir jeune, puis de vouloir un bébé. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais ensuite, comme société, c'est ça. Est-ce qu'on est là pour fournir des bébés aux gens ou on est là pour trouver des familles à des enfants? C'est une bonne question de société à se poser. À se poser. Je pense qu'il faut quand même le ramener à ça. Mais en termes d'art décisionnel, c'est ça. L'adoption, c'est pas quelque chose qui se passe à 4 semaines de grossesse. Puis ça vient nier le fait qu'il faut poursuivre la grossesse puis accoucher. Donc, c'est vraiment un arbre décisionnel qui se fait entre les deux. Continuer à interrompre, puis ensuite parenter ou pas, qui est une sous-branche. Mais il y a des risques et des bénéfices à une fausse couche. Il y a des risques et des bénéfices à parenter quand on n'était pas prêt. Il y a des risques et des bénéfices à adopter. C'est pas facile pour toutes les personnes adoptées. C'est pas facile pour tous les parents adoptants. C'est pas facile pour tous les parents biologiques qui placent en adoption. C'est pas facile pour tous les parents biologiques tout court non plus, là. Mais il y a des risques et des bénéfices à chaque possibilité ici. Oui, à un avortement, mais oui, à être parent quand on n'était pas prêt, à être enceinte quand on n'était pas prêt, à placer pour adoption, à élever un enfant dans des conditions où on voulait pas, où on pouvait pas être parent. Il y a toujours des risques et des bénéfices. Puis en fond, tout ce qu'on veut, c'est soutenir les gens d'en faire le meilleur choix pour eux à ce moment-là, qui ne sera pas nécessairement le même à chaque moment de sa vie. Puis tous les choix sont valides, puis tous les choix sont bons, puis tous les choix sont corrects. Mais de vraiment ramener ça au véritable choix, puis de parler d'adoption comme si c'était une option casual parmi tant d'autres à un test positif, bien, je pense que ça vient vraiment diminuer là,
ça vient vraiment réduire la décision à quelque chose qu'elle n'est pas. Ouais. Là. C'est quelque chose qui se prend beaucoup plus tard. Fait que je dis pas qu'il n'y a pas de risque à rien, mais effectivement, il faut le mettre en perspective avec l'opposé. Il peut y avoir des risques à un avortement, mais généralement, les mêmes risques sont 10 à 100 fois plus élevés de poursuivre la grossesse. Puis si quelqu'un, pour des raisons psychologiques, sociales ou sociétales, veut prendre ce risque-là de vivre une grossesse et un accouchement, 12 fois, je serai là. Ouais, c'est Ça va me correct. faire plaisir. Mais il faut revirer le discours à l'envers puis dire qu'il y a des risques aux deux. Puis il faut que la personne choisisse selon ce qui fait du sens pour elle comme personne et non pas purement basé sur la peur ou le risque de quelque chose. Surtout pas basé sur des centres anti-choix Mhm. qui vont venir faire une inflation là, de certains risques pour terroriser les gens. Ouais. Donc non, l'avortement n'est pas une procédure médicale complexe ni dangereuse. C'est la procédure chirurgicale la plus commune sur la planète. On est rendu pas mal bon à le faire comme il faut. Après que quelques millions de fois, là, des fois je blague, on est rendu bon, tu sais. Mais non, c'est pas une procédure complexe, c'est pas une procédure dangereuse, puis évidemment, il y a des risques qui sont généralement rares. Mais c'est ça, c'est des risques qui existent d'un point de vue gynécologique pour plein d'autres choses, Ouais. incluant un accouchement. Donc, c'est ça, une hémorragie, ça arrive, mais ça arrive vraiment, vraiment, vraiment plus à l'accouchement que pendant un avortement. Mhm. Ça peut arriver des infections, mais c'est quelque chose qui se traite facilement puis qui peut absolument arriver après un accouchement. Ouais. Donc, c'est des risques similaires, puis la plupart des risques qui sont relativement communs, là, même s'ils restent rares, mais pas extrêmement rares, sont des choses qui se règlent assez facilement. Là. Donc, dans les risques principaux d'un avortement, c'est ça, c'est trop de saignement, quand même des moyens d'arrêter ça assez facilement. Des produits de grossesse qui restent, donc il reste des débris, mais ça peut se produire avec une fausse couche dite naturelle ou un accouchement aussi. Une infection, ça se traite quand même vraiment bien avec des antibiotiques. Donc, c'est pas des choses qui n'existent pas, mais c'est des choses qui sont, somme toute, qui arrivent dans une minorité de cas, puis pour lesquels on a des traitements et des interventions avérées assez faciles d'accès. Et qui sont communes, en fait, à même une grossesse qui continue, dans le Oui, fond. puis à toutes sortes de conditions gynécologiques tout Ouais. court. Là, est-ce que c'est possible d'accrocher un vaisseau puis que ça saigne trop? Oui, ça peut Mhm. arriver en faisant une biopsie de l'endomètre ou en faisant une pose de stérilet ou en faisant un avortement ou en ayant un accouchement ou en... Il y a plusieurs possibilités. Là. Chaque fois qu'on va dans un utérus, oui, il y a des risques d'accrocher une structure, de saigner trop, Ouais. d'avoir une infection, mais ça, c'est pour toute procédure. On se questionne pas quand quelqu'un a besoin de, je sais pas, drainer un abcès ou coudre une plaie, ben là, tu sais, on va passer à travers la peau, il pourrait avoir une infection, il pourrait avoir un saignement. Ben oui, mais avec une plaie à recoudre, nous allons la recoudre. Puis on traitera les choses si et quand elles arrivent. On va pas s'empêcher de prendre l'action initiale pour un risque éventuel et potentiel. Ouais. Quand, de ma compréhension, tu sais, les gens qui sont dans ce mouvement-là, anti-choix, ou qui ont cette idéologie-là, c'est beaucoup plus basé sur des idéologies religieuses, morales, que une perspective pour la santé en général, tu sais. Puis, moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime l'impact macro que ça peut avoir de mener des grossesses à terme qui sont non désirées Mhm. par les personnes impliquées. C'est d'une Euh, violence innommable de forcer Absolument. quelqu'un à être enceinte contre son gré. Puis C'est autant terrible. individuel Que qu'ensuite pour collectif. l'enfant Mhm. et collectif. Tu sais, moi, j'ai du monde dans mon entourage qui ont travaillé à la DPJ. Donc, tu sais, à la DPJ, c'est peut-être surreprésenté, évidemment, le nombre de contextes socio-familiales problématiques et aussi des fois des phénomènes de génération en génération qui se passent un peu, les problèmes générationnels socio-économiques. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui partent de l'enfance dans le développement moteur, le développement psychologique, la santé à long terme. On sait que le statut socio-économique, c'est un grand déterminant de la santé en général. Fait que, tu sais, ça coûte cher individuellement, mais même collectivement, d'avoir des enfants ou des familles dans des contextes qui n'étaient pas souhaités, alors que ça a été un peu forcé pour des raisons religieuses, morales, quelconque contexte. Fait que j'ai l'impression qu'on sous-estime ça, l'impact pour la santé, autant la réelle santé physique, mentale des individus, mais aussi la santé, appelons ça, du système de santé économique. Là. Il y a des coûts à ces soins-là. Là. Ensuite, c'est tout à fait vrai, là, mais je pense ensuite qu'il faut faire attention à, tu sais, si on est vraiment dans une perspective de justice reproductive, on veut que les gens aient accès à l'information qu'ils désirent pour vivre ou pas des grossesses, pour mener à terme ou pas des grossesses et pour parenter ou pas s'ils le désirent. Et que ce soit décision libre, voulue, Et éclairée. vraiment une décision qui est libre et éclairée. C'est pas parce qu'il y a des contextes sociaux que l'on juge Non, effectivement. plus difficiles que ces gens-là n'ont pas le droit à toutes les grossesses qu'ils désirent.
Mais ce qu'on veut, puis je pense qu'il faut le ramener à ça, c'est que les gens aient un véritable accès à de l'éducation à la sexualité, à la contraception, à des moyens de contraception qui sont pas encore toujours accessibles, qui sont pas encore toujours gratuits. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là en termes d'éducation au consentement, à la sexualité, aux pratiques sécuritaires, à la contraception. Ensuite, que quand grossesse il y a pour une raison ou une autre, les gens aient encore une fois accès à une bonne information de qualité, à des soins de qualité. Puis si les gens choisissent de poursuivre des grossesses dans leur vie, bien effectivement qu'ils aient un soutien social pour vraiment leur permettre d'être les parents qu'ils désirent être. Puis effectivement, ça aussi, il faut pas l'oublier, qu'on ne donne pas les ressources nécessaires à tout le monde pour être les parents qu'ils désirent être. Mais oui, ça demeure d'une grande violence d'être enceinte quand on veut pas être enceinte. Puis personne ne devrait être obligé de mener à terme une grossesse qu'il veut pas. Mais ensuite, pour ceux qui mènent à terme des grossesses, peu importe les raisons, il faut qu'on soit capable de les soutenir dans ce projet-là si c'est ce qu'ils veulent. Puis quand je dis qu'il faut faire attention à nos biais, il faut faire nous tous, moi inclus, attention à nos biais dans toutes les directions. C'est pas parce que quelqu'un est jeune, a pas terminé son éducation, a peu de moyens financiers, que cette personne-là veut d'emblée interrompre sa grossesse. Non, effectivement. Et vice-versa. Puis c'est pas parce que puis c'est l'exact yin et yang c'est pas parce que quelqu'un est en couple, dans un couple sain, va bien, a de l'argent, que sa carrière va bien, qu'il doit continuer une grossesse. Ouais. Puis je pense que c'est là que c'est plus facile si on ramène toujours ça à une question d'autonomie plutôt que de bonnes puis de mauvaises raisons. Parce que dès qu'on se met à parler de raisons, c'est pour ça que je suis toujours très réticente à commencer à en énumérer, c'est que c'est très difficile de parler de différentes raisons sans créer une perception qu'il y a une hiérarchie de bonnes puis de moins bonnes raisons. Versus de parler d'autonomie de la décision. C'est ça. Si on regarde ça à juste une question d'autonomie de la personne, les gens doivent pouvoir contrôler ce qui se passe dans leur propre corps puis qu'est-ce qu'ils font avec leur propre corps. Là, on évacue cette espèce de hiérarchisation-là des raisons parce que si on se met à dire les bonnes raisons, c'est de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir d'éducation, de ne pas avoir de moyens, on vient invalider à la fois la décision de cette jeune femme de poursuivre une grossesse et de cette femme dans la trentaine, dans un couple sain, d'interrompre la grossesse. Puis j'ai l'impression que ça fait partie des derniers tabous qui restent. Les femmes que je vois devant moi qui se torturent le plus, c'est celles qui seraient, en théorie, aux yeux des gens, capables de poursuivre la grossesse. Dans nos biais sociaux et collectifs, mais qui veulent juste pas. Puis ça, c'est enough. C'est une raison suffisante d'avoir un avortement, c'est de juste pas vouloir être enceinte. Puis ça, je pense à la partie qu'on a peut-être moins normalisée que je peux vraiment pas. De garder ça à la simplicité de la question, est-ce qu'on veut ou non? Exactement. Je pense que c'est plus facile de ramener ça. En fait, c'est pas plus facile, c'est parfois plus difficile, mais c'est plus sain de ramener ça à une question d'autonomie parce qu'on vient protéger toutes les décisions de tout le monde quand on revient pour ça. Puis ça, je pense que c'est là où on a peut-être fait une erreur au Québec, c'est qu'on a déstigmatisé l'avortement dans des contextes spécifiques. Puis justement, là, pauvre elle, dans la condition qu'elle est, on peut pas lui demander de faire ça. Mais non, c'est pas ça la question, c'est « Ah, elle est enceinte, elle ne veut pas. » Fin de la discussion. On arrête cela. Dès qu'on va plus loin, là, on se met à faire une hiérarchisation des raisons. Puis ça, c'est vraiment... C'est là que ça dérape. C'est là qu'on se met à dire, il devrait avoir une limite, il devrait avoir une période de réflexion, il devrait avoir un nombre de semaines, il devrait avoir un nombre de fois. Dès qu'on sort de la question de l'autonomie, là, c'est là qu'il peut y avoir des dérives puis des restrictions indues qui sont tout aussi graves qu'une restriction tout court. Dans le documentaire parlant de décision puis d'autonomie, il y avait un couple qui était interviewé. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est comme le seul homme qui parle dans le documentaire. Fait que je trouvais ça intéressant de voir comment ça l'avait affecté, touché cette situation-là. Puis il pose une très bonne question, je trouve. Puis en fait, c'est comme un élément de réflexion que je trouvais intéressant à aborder puis d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu sais, il disait au final, c'est comme une décision de couple. Mais au final, c'est sa décision à la femme parce que ça demeure son corps au final. C'est quoi les réflexions qui émergent là-dedans, à savoir la discussion de couple qui est probablement tout le temps présente, mais au final, ça demeure la femme qui le porte dans son corps. Donc, c'est elle qui doit un peu trancher pour la décision au final. Là, tu sais. Oui, ultimement, la décision doit toujours être celle de la personne enceinte. Ça peut jamais être la décision de personne d'autre, peu importe que ce soit une relation de couple, de parentalité, d'amitié, de soutien quelconque. Ultimement, la seule personne dont l'opinion compte vraiment, c'est la personne enceinte. Des fois, les gens vont me dire « Ah, mais mes parents pensent que X, mon chum pense que X, mon ami pense que... » Non, mais moi, tu sais, si tu as envie de m'en parler puis ça te fait du bien, gâte-toi, là, raconte-moi tout ce que tu veux, mais moi, ce que tes parents puis ton chum pensent, là, j'en ai rien à cirer, là.
et individuellement et légalement et médicalement. Ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, si tu veux du soutien moral et psychologique sur le fait que c'est difficile pour toi d'entendre les discours contradictoires de gens autour de toi, là, parfait, je vais être là pour toi, ça me fait plaisir. Ouais. Mais il faut clarifier très vite que ces discours-là peuvent avoir un impact sur toi, peuvent être difficiles ou pas difficiles à vivre, mais ne devraient pas avoir d'importance définitive sur la décision. Fait que je suis contente pour les gens qui se retrouvent dans la situation où ils sont dans une dyade ou un couple assez sain pour avoir du soutien de leur partenaire dans cette décision-là. Mais c'est pas tout le monde à qui ça arrive, c'est pas tout le monde qui sent qu'il peut ou qui veut en parler à leur partenaire, puis c'est correct, encore une fois, on doit rien à personne dans cette décision-là. Puis oui, on peut certainement voir comment notre partenaire réagit, puis leur réflexion là-dessus, mais ultimement, la décision demeure celle de la personne enceinte. Tu peux pas avoir une moitié de grossesse, tu peux Non. pas diviser en... Tu sais, c'est pas... tu peux pas concéder sur une grossesse puis sur la parentalité. Tu sais, il faut être ensemble ou pas. Ensuite, il y a une question personnelle puis une question légale. Si quelqu'un me dit « Ouais, je suis pas sûre ce que j'aurais fait, mais mon chum veut vraiment pas, je vais aller vers l'avortement », tu sais, on veut clarifier. Ben là, en fait, il peut pas te forcer à avoir un avortement. Ça, c'est pas correct. Il y a des obligations légales et financières. Tu choisis de continuer la grossesse, mais il y a pas d'obligation personnelle puis relationnelle, tu sais. On peut pas le forcer à rester en couple avec toi, mais il peut être forcé de prendre ses responsabilités parentales. Ouais. Fait que ça, c'est pas la même chose. Mais là, des fois, quelqu'un va me dire oui, effectivement, là, je comprends, puis il me force à rien. J'étais pas sûre si je l'aurais fait à deux, mais c'est sûr que j'ai pas en moi de le faire toute seule. Mhm. Et donc, je vais vers ça. Ça, là, il y a encore consentement. Tu sais, il y a encore une décision personnelle dans tout ça. Parce qu'ultimement, effectivement, ça reste ces décisions-là. Puis ce qu'on sent un peu dans la diade qu'on voit dans le film, c'est que il aurait peut-être été Ouais. bien correct avec continuer la Ouais. grossesse. Puis ils s'en sont parlé sainement, puis il y avait des arguments des deux bords, puis ultimement, elle pouvait pas, elle voulait pas, ça marchait pas. Puis, bien évidemment, ils n'ont pas sélectionné une diade d'humain poche, là. Ouais, non, c'est Il y a ça. été un L'histoire bon est gars dans tout ça. intéressante. L'histoire est super intéressante, mais Ouais. évidemment, ils n'ont pas mis un tweet, tu sais. Mhm. Parce qu'il a été le bon gars dans ça, puis il Ouais. l'a supporté, peu importe. Puis je trouve que c'est vraiment beau qu'il ait fait de la place à ses émotions puis ses réflexions dans tout ça, mais surtout qu'il ait clarifié. Ben, ultimement, on en a parlé, mais ultimement, c'était sa C'est sa décision. Puis décision. moi, mon rôle dans ça, c'était de la soutenir. Mhm. Your job, c'est d'être là pour elle. Et non pas... et non pas de prendre toute la place. Ça veut pas anonymiser le fait qu'il a le droit à ses propres émotions puis réflexions, mais une fois qu'on est dans la clinique, une fois qu'on est dans le processus, tu sais, t'es là pour la soutenir, puis va chercher ton soutien à toi de la part d'un quelqu'un Ouais. d'autre après, tu sais. Puis des fois, c'est une discussion que j'ai avec certaines femmes quand on parle de laisser rentrer quelqu'un dans la salle, par exemple, pour les soutenir. Je leur parle toujours solo parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah oui, j'aimerais vraiment ça que ma mère, ma soeur, mon chum, peu importe, vienne dans la salle, ça va beaucoup m'apaiser, ça va... » Puis c'est pas tous les endroits là, qui permettent cet avortement-là dans la salle, malheureusement. C'est pas toutes les femmes qui le veulent là, non plus, par exemple. Mais des fois, on va me dire oui, ça m'aiderait beaucoup, là, je te le dis, en privé, j'aimerais vraiment ça. Mais il y a des femmes qui m'ont déjà dit « Ah non, dis non, parce que s'il est là, il va falloir que je gère ses émotions. » Ouais. Puis il a le droit à ses émotions, mais là, je suis en train de le vivre. Fait que là, it has to be about me, là, pour 2 minutes, s'il te plaît. Ouais. Puis je comprends, je dis c'est parfait, là, ça donne que nous, l'équipe autour, là, l'infirmière qui t'accompagnement, on est juste là pour toi. Fait que parfait, tu sais, il peut vivre ça à un autre moment Mhm. avec ton soutien ou celui d'autres personnes, mais là, en ce moment, ton rendez-vous, il est pour toi, c'est It's About You. Ouais. On va focuser sur la personne qui obtient le soin, tu sais, ou qui a le soin. Fait que oui, je pense que c'était vraiment important que dans le film, il y ait cette perspective-là, mais je pense qu'il faut rappeler, là, surtout aux jeunes autour de nous, que ultimement, la décision d'une grossesse, elle n'est pas celle des parents de la personne enceinte, elle n'est pas celle du conjoint ou du chum de la personne enceinte, elle est uniquement celle de la personne enceinte. Puis l'âge légal où, en fait, on peut décider de l'issue d'une grossesse, c'est 14 ans, le consentement Ah ouais, médical ok, se je savais même fait. pas qu'il y avait... Oui, consentement médical, finalement. Exactement. Ouais. Fait que c'est le même âge que le décision de consentir à Ouais. un médicament, un saignant, un traitement, un soin, parce que c'est un acte médical comme un autre. Et donc, à partir de 14 ans là, et 0 jours, là, on peut prendre cette décision-là par soi-même. Mhm. Ensuite, je souhaite aux gens d'être capables d'en parler autour d'eux. Je sais que c'est généralement plus facile comme ça, mais c'est pas une obligation d'en Ouais. parler autour d'eux.
Mais je serais curieux d'avoir ta position, ou en fait, de réfléchir là-dessus. Si on prend l'inverse de la situation où la grossesse est désirée Mhm. par la femme enceinte, mais pas par le partenaire. Ça demeure au final la décision de la femme de Absolument. porter à Mhm. terme la grossesse, mais ça l'implique au niveau légalement les deux personnes. Mhm. Comment on réfléchit à ça? Qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Ben, il n'y a pas d'autre façon éthique de s'en sortir au Mhm. sens où chaque fois que deux personnes ont une relation qu'on espère voulue, consentie et Ouais, plaisante, là, il y a toujours un risque de grossesse. ouais. Puis je pense que les gens doivent Donc, il y a une peut-être responsabilité légale potentielle future exactement, il y a dans une tous les cas. responsabilité collective de Mhm. s'être engagé dans cet acte-là. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être se parler plus tôt dans leur Ouais, c'est un relation très bon point. Je pense de, pas que les gens réfléchissent à ça Mhm. d'emblée, là. De contraception, d'avortement, de position sur l'avortement. Ensuite, personne peut prédire sa décision dans le moment, là, même si quelqu'un se dit dit ah ben oui, moi j'aurais un avortement, moi j'aurais jamais un avortement. Une fois que tu arrives face à la situation, il y a bien du monde qui Tu peux pas prend pas la prédire. décision qu'il pensait qu'il allait prendre il y a X mois ou X années. Mais oui, il y a une différence entre la capacité à consentir et la responsabilité légale. Mhm. Tu as eu une relation, il y a eu éjaculation, il y a eu conception, tu as une responsabilité légale si la personne veut poursuivre la grossesse. Tu ne peux pas lui imposer de faire quelque chose dans son corps parce Ouais, qu'on revient à ouais, l'autonomie. exact. Fait que oui, il faut vivre avec les conséquences de nos actions. Mm. Ensuite, par contre, tu ne peux pas ni la forcer à continuer ou à interrompre parce que ça se passe ultimement dans son corps. Donc oui, c'est pas... Ça mène à plusieurs situations qui peuvent être difficiles de façon interpersonnelle. Elle veut, il ne veut pas. Mais c'est pour ça que je fais la distinction que cette personne-là a des responsabilités légales et financières, mais elle n'a pas de responsabilité émotionnelle Effectivement, et ou de couple. relationnelle. Ouais. Elle n'est pas obligée de rester en couple, elle n'est pas obligée de rester en diade, elle n'est pas obligée de soutenir chaque étape de la grossesse et de l'accouchement. Mais oui, elle a une responsabilité légale envers Qui protège. la progéniture, mais qui est essentiellement justement légale et financière. Ouais. Elle pourrait choisir de se désengager d'un point de vue humain. Donc ça, on peut pas, justement, autonomie de la personne, on peut pas forcer cette humain-là Mhm. à s'intéresser à l'issue de la grossesse. Mais légalement, c'est quelque chose qui s'est produit à deux personnes qui tombent enceintes sur le bol de toilette. Là. Non. Fait qu'il y a deux personnes qui doivent prendre leurs responsabilités. C'est déjà pas très équitable qu'il y ait une personne qui doit mettre sa santé physique et mentale en jeu pas mal plus que l'autre pour mettre terme à la grossesse. Là. Ouais, c'est un bon point. Dans le documentaire aussi, un autre élément qui revenait souvent dans les témoignages des femmes, c'est la notion de culpabilité, Mhm. c'est de mettre fin à une grossesse. Je ne sais pas si cliniquement, toi, c'est quelque chose qui revient souvent en termes d'émotions vécues par les personnes enceintes, de se sentir coupable. Ouais, je pense que c'est quelque chose de variable. Puis il y a certainement des gens qui sont coupables à des moments puis qui me le disent pas ou que je le vois pas. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit. Ça m'attriste beaucoup, là, tu sais, parce que je me dis, elle voulait pas être enceinte, elle est enceinte. C'est une Ça procédure demeure un médicale choix de simple. santé Ça comme demeure un un autre choix. choix tout à fait compréhensible et sain de Ouais. poursuivre ou pas. J'aimerais ça qu'elle puisse prendre sa décision sans culpabilité puis qu'elle puisse bien vivre avec ça. Je pense que la majorité des gens vivent très bien avec leur Mhm. décision. Ça, on a quand même des bonnes données sur la question. Ah oui, ben La c'est ça, j'étais curieux de savoir si plupart des femmes qui ont un récoltait ça. avortement... Tu sais, le fameux regret de l'avortement, c'est-tu quelque chose il y a qui des est... regrets de toutes dans la vie. Là. Je pense que c'est ça, il faut aussi remettre ça en perspective. Ouais. Puis s'il y a bien un regret qui est commun, mais qui n'est pas discuté puis qui est tabou en petit biscuit, c'est le regret parental. Mhm. De ne pas avoir eu d'enfant. Non, le regret d'avoir eu des Ah, enfants. d'avoir eu un enfant. Ça, socialement, ça passe pas très Oui, bien. c'est vrai. Et c'est commun Ouais. d'avoir des doutes ou des regrets sur le choix qu'on a fait. Mhm. Mais justement, c'est tellement le défaut, la norme extraordinaire. On a tellement béatifié la maternité surtout Ouais. que, mon Dieu, il faudrait surtout pas dire. Qu'on est malheureux. qu'on- Mais d'ailleurs, j'ai vu une méta-analyse sortir récemment que les parents qui ont des enfants sont en moyenne un peu moins heureux que les gens qui n'ont pas d'enfants, Mhm. mais ça revient le bonheur à partir du moment où les enfants arrivent à maturité, quittent la maison, etc. Fait qu'il y a- oui. Bref, l'idée que les enfants, ça ne vient qu'avec du positif, je pense que c'est un mythe à défaire aussi. Effectivement, on n'est pas basé sur les données probantes. Il faut C'est choisir ça. des enfants parce qu'on a envie d'avoir des enfants, Exact. pas parce que c'est la voie vers le bonheur ou la Exact. voie vers le non-regret. Mhm. Fait qu'on peut avoir des regrets dans la vie sur toutes les décisions qu'on prend. Ouais, c'est pas différent de ça. Mais on n'a pas le choix, on en a juste une vie. Là. On peut Mhm. pas avoir multiples réalités alternatives de nous qui ont fait le choix de tous ces moments là, de sliding door moments où est-ce qu'on aurait pu faire un autre choix dans la vie. Ouais. On en a tout plein, puis je pense pas qu'il faut séparer celui de l'issue de grossesse de tous les autres choix qu'on fait régulièrement dans notre vie Mhm. qui ont un impact majeur sur notre futur. Fait que certainement, on peut regretter
d'avoir continué ou interrompu une grossesse. Fait que je veux pas dénier que le regret peut exister, mais c'est généralement dans une minorité de cas. Puis c'est pas une raison justement de ne pas faire ce qui nous semble la chose à faire dans le moment. Puis il y a pas de raison là, d'un point de vue donné de forcer les gens à réfléchir X temps. Oui, il y a des gens qui regrettent leur tatou, leur augmentation mammaire, Mhm. leur procédure médicale pour changer X choses dans leur Leur corps. investissement en bourse. Il y a plein de décisions médicales que le regret est plus commun qu'un avortement. Puis Ouais, on ne pousse pas les gens à avoir une période de réflexion pré-tatou. c'est vrai. C'est vrai. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie là, peut venir avec des regrets. Puis je pense que ça devrait juste supporter le fait de donner justement un counseling de qualité puis un counseling pro-choix aux gens pour qu'ils prennent une décision qui leur convient Mhm. et non pas pour leur dire, ben là, t'es sûr, tu sais, tu Ouais. vas-tu arrêter? Puis encore une fois, ça serait inacceptable de dire ça à une femme qui désire être enceinte. Imagine si dans mes premières visites de grossesse, je demandais 4 fois, là, t'es vraiment sûr que tu veux continuer? Tu comprends là, dans quoi s'il y a des risques, c'est dangereux, tu sais. Ça serait inacceptable que je dise ça comme ça. Ouais, Moi, je pense juste que ça devrait être pas plus acceptable de le faire pour un avortement, tu sais. effectivement. Ça me fait penser, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup dans mon domaine à tout ce qui est l'iatrogénie Mhm. médicale, la surmédicalisation, la catastrophisation en lien avec des conditions de santé. Est-ce que tu trouves que l'avortement en soi, il y a un aspect de catastrophisation de l'acte, de la décision qui est faite au niveau médical, comme si c'est vu comme étant beaucoup plus, puis encore une fois, selon chaque personne, ça peut être très, très, très gros ou rien du tout, mais penses-tu qu'au niveau du regard de la société, puis même dans le domaine médical, il y a une catastrophisation médicale de ce que c'est? Oui, je pense que sociétalement, là, peut-être un peu médicalement, mais surtout comme société, là, on a vraiment fait de ça une grosse décision. Puis il y a vraiment des fois un petit discours là, culpabilisateur avec le petit Mhm, fond judéo-chrétien qui est pas si petit, qui remonte facilement. Ah, c'est la pire décision, la plus difficile décision que les femmes doivent prendre. Tu sais, mhm. je voudrais tellement pas être à leur place. Il faut respecter leur choix. Mais tu sais, ultimement, le discours est positif au sens de faut respecter le choix des gens, mais ça vient avec un si elle s'est assez flagellée sur la question. Ouais, c'est Le ça. sous-texte, c'est ça. Il y a des gens qui prennent une décision qui leur semble difficile, puis je veux pas minimiser leur expérience, mais il y a plein de gens que je vois pour que c'était une décision facile. C'est ça. Ils C'est voulaient bien pas être correct. enceintes, ont essayé de pas tomber enceinte, c'est arrivé pareil, on s'en va procéder, puis il y a Mhm. pas de drame autour de tout ça. Les 2 peuvent coexister, là. 2 choses peuvent être vraies en même temps. 12 choses peuvent être vraies en même temps. Donc autant il y a un continuum des gens pour que c'est une décision facile, difficile et tout entre les 2, puis c'est correct. Puis je pense qu'il faut montrer cette pluralité d'histoires-là pour venir dédramatiser comme société comment on voit l'avortement. C'est pas toujours la plus grosse décision dans la vie des gens, c'est pas toujours un moment marquant. Pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est un moment comme un autre dans leur vie jusqu'à un certain point qui n'est pas un tournant choquant dans leur existence, là. Mhm. Puis il y a plein de femmes à qui je le dis, je suis comme Anta, puis moi, j'ai pas l'impression que ceci est le plus difficile événement à t'arriver ou la plus grosse décision que tu prends de ta vie. Puis il y en a, tu sais, qui partent d'un petit rire triste, puis sont comme, effectivement, il y a pas mal de choses plus dramatiques qui nous sont arrivées dans ma vie que de prendre cette décision-là. Ouais. Fait qu'autant je veux pas minimiser qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un moment majeur, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un moment pas majeur, puis c'est correct, ça. Mhm. Puis oui, on a mis dans l'espace public un seul type de discours, le discours de c'est une grosse décision grave, dramatique, difficile, justement, qui implique une certaine dose de flagellation, puis de culpabilité, puis de honte, puis de ci, puis de ça. Je pense que si on venait vraiment défaire les tabous, ben, vraiment, on protégerait les personnes qui ont besoin d'un avortement, puis on protégerait les personnes qui font des avortements, en ramenant ça à quelque chose qui ne mérite pas de jugement, qui ne mérite pas de honte, qui ne mérite pas de culpabilité. C'est une décision que les gens prennent. On les laisse les prendre par eux-mêmes. On leur offre les soins qu'ils ont besoin. On arrête un peu là, la discussion là. Donc oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de catastrophisation puis de dramatisation justement autour de la décision, des risques, de ce que c'est comme événement, là. Ouais. Médicalement, it's not a big deal. Ouais, c'est ça, exactement. Je t'entends Ensuite, souvent répéter chaque ça. humain peut voir comment Il y a un c'est gros pas spectre dans sa complet, vie, là. Ouais. mais d'un point de vue médical, c'est pas une Mhm. grosse procédure, là. Mhm. En conclusion, ce serait quoi comment dire, tes réflexions, perspectives futures ou les éléments clés que tu aimerais que les gens retiennent? C'est en lien avec le futur, on sait ce qui s'est passé dans les dernières années. Mhm. Il y a des mouvements anti-avortement un peu partout. Il y a une montée de la droite un peu partout dans le monde aussi. Il y a toute la situation au sud de nos frontières qui se passe, politique aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses sur quoi tu penses qu'on doit rester vigilant comme un peu message clé, puis que peut-être des gens qui pensaient qu'on avait pris des choses pour acquis, que peut-être
faut remettre ça en doute puis de tout le temps rester vigilant justement pour la suite des choses. Oui, je pense que si on revient sur ce qu'on dit au début, effectivement, là, il faut toujours rester vigilant. Puis un des petits bénéfices, là, c'est petit par rapport au drame, là, mais de Roe v. Wade, c'est qu'il y a des gens qui ont réalisé qu'ils prenaient pour acquis l'accès Ouais. dans leur province, leur pays, leur région. Il faut rester extrêmement vigilant. Le droit à l'avortement sera toujours sous attaque. Il va toujours falloir être vigilant. Fait que ça, je pense, c'est la première chose. Il faut arrêter de penser que si on arrive à X, il n'y en aura plus d'enjeu. Ouais, c'est ça. Pour rester vigilant, il faut rester ferme dans renforcer là, cette perspective puis ce soutien-là à l'autonomie des individus de faire les meilleurs choix pour eux puis de respecter leurs choix. Puis ça, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, pas juste politiquement. Tu sais, des fois, je dis « Ah, ben là, tu sais, il faut faire attention dans comment on vote puis pour qui on vote. » Oui, il faut faire attention de pas s'en faire passer une petite vite. Là. Puis c'est pour ça que je dis, si un candidat politique devant vous peut pas vous dire qu'il est résolument pro-choix en toutes circonstances et ne va mettre aucune entrave au droit à l'avortement, il va supporter un accès extraordinaire à l'avortement et il va prendre des décisions à cet effet. Tout ce qui n'est pas ça est en soi. Peut-être différentes nuances, différentes many shades, mais reste en soi. Fait que oui, il faut faire attention aux décisions politiques qu'on prend à tous les paliers gouvernementaux. Il y a un effet certainement de ce côté-là, mais il y a surtout une question justement de culture, de discours. Puis on a tous un rôle à jouer là, autour de nous dans qu'est-ce qu'on laisse passer ou pas comme phrase, comme discours, comme idée acceptable, dans comment on parle des gens qui ont un avortement ou qui prennent juste une décision différente par rapport à leur vie puis leur corps, grossesse mise à part, qui n'est pas la nôtre. Je pense que si on travaille plus largement à respecter l'autonomie des individus à faire ce qu'ils veulent avec leur corps puis leur vie, ça va venir par la bande soutenir l'avortement, mais aussi plein d'autres belles choses. Ouais. Donc, il y a une question là, de respect et d'autonomie que je pense qu'on a tous un travail à faire là, dans ce qui se dit autour de nous puis dans comment nous, on parle des choses puis faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Là. Justement, on parle pas de... on parle de continuer ou d'interrompre une grossesse. Là. On parle pas de « get rid of », I'm gonna keep it ». Il y a beaucoup de discours problématiques dans plusieurs langues là, sur faire attention aux termes qu'on utilise. Là. C'est une grossesse, on est enceinte de 5 semaines. Là. C'est un sac gestationnel qui a la forme et la taille d'une pelure de pois chiche. Là, comme on ne veut pas dramatiser ça plus que c'est. Là. Donc, je pense qu'on a tous un travail autour de l'autonomie, on a tous un travail politique dans bien questionner et réfléchir avec les gens qu'on élit. Puis, il faut faire très attention là, à des reculs qui peuvent être subtils, justement, dans le « je suis pas contre l'avortement », mais si on soutient un discours d'autonomie, radicalement un discours d'autonomie, ça va être plus facile d'éviter les dérives. Il ne devrait pas y avoir de limite gestationnelle, il ne devrait pas y avoir de loi, il ne devrait pas avoir de période de réflexion. C'est aux humains qui ont besoin du soin de définir quand et où et comment ils ont besoin de ça. C'est pas à nous de mettre des barrières. Mais il faut réfléchir là, aux barrières d'accès qui sont nombreuses. Fait que moi, je les sépare généralement en informationnelle, logistique, financière. Informationnelle, ça, c'est justement s'assurer là, de mettre des bâtons dans les roues, des groupes anti-choix, de rendre ça inacceptable, ce genre de discours-là. Tu peux aider les gens puis avoir une organisation communautaire qui fait des soutiens aux familles sans leur donner un discours anti-choix. Il est tout à fait possible de faire ton travail sans laisser un discours anti-choix entrer là-dedans. Soutenir ces organisations pro-choix-là qui font un travail extraordinaire de soutenir les gens dans des décisions d'une façon là, sans jugement. Fait que ça, c'est un point de vue d'information. Ça serait qu'il y a une information de qualité dans nos écoles, sur nos sites Internet gouvernementaux, dans ce qui circule dans les médias, de pas justement pédaler des mythes, de venir rectifier les choses, de dédramatiser puis de clarifier le tout. Fait que ça, c'est informationnel puis c'est un gros obstacle. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient interrompre leur grossesse passée X semaines, qui savaient pas qu'ils avaient besoin de permission de leur chum, de leur père, de leurs parents. Fait que ça, c'est très important, il y a beaucoup de travail à faire. Ensuite, il y a une question logistique, justement. Y a-t-il un point de service dans toutes les régions? Non. Y en a-tu plus qu'un dans toutes les régions? Non. Vraiment, là, un accès logistique qui peut être problématique. Quand il y a juste un point de service dans une région, là, ça veut dire que l'accès peut péricliter vraiment facilement. Là. Ça prend pas grand-chose pour que quelque chose s'écroule. Jusqu'à combien de semaines? En combien de rendez-vous? Tu sais, on n'est pas rentré beaucoup là-dedans, là, mais l'accès, c'est pas juste y a-t-il un point de service dans ma région? C'est il est ouvert de quelle heure à quelle heure, combien de jours par semaine? Je suis capable d'avoir le rendez-vous. Je suis capable de me rendre, je suis capable d'avoir le rendez-vous justement à une heure ou un moment de la semaine qui est intenable pour moi. Ça prend-tu 4, 5, 6 rendez-vous? Puis il faut que je me déplace 4, 5, 6 fois. Ça devrait être 1 ou 2 rendez-vous. Là, ça devrait pas être 4, 5, 6. Là. Ça, c'est toutes les barrières logistiques. Injustifiable. Malheureusement, c'est encore trop commun. Il faut vraiment rendre les soins plus simples. Les soins doivent fonctionner pour la personne qui a besoin des soins. On m'a déjà dit à un endroit où ça prenait plusieurs rendez-vous. Ouais, mais le système marche pour nous. J'ai dit, l'affaire, c'est que le système, il n'est pas censé marcher pour vous. Il est censé marcher pour les patientes. Ouais, on a un petit problème de centraliser le discours de qui. J'étais comme, oh là là.
si on part pas de la même prémisse, ça va être une discussion difficile. Fait que ça, c'est tout l'aspect logistique. Puis ensuite, il y a la question financière. C'est pas tout le monde qui a une RAMQ, puis c'est pas tout le monde qui a une RAMQ valide. Puis j'aime souvent rappeler, pourquoi est-ce qu'une RAMQ expire dans la vie? C'est un code permanent là, en éducation, ça expire Ouais. pas. Un permis de conduire, ça expire, mais un permis de conduire, c'est pas un droit. C'est un privilège. C'est un privilège. Ouais. C'est pas un droit humain. Ton numéro d'assurance sociale n'expire pas. Exactement. Fait qu'un code permanent, un numéro social expire pas. Pourquoi une RAMQ, ça expire? Ensuite, ce que tu as payé, c'est correct qu'elle devienne invalide, mais elle devrait pas expirer. Ça demande à des gens qui n'ont pas toujours les ressources financières et logistiques pour poster, prendre les photos. Bon, au moins, les obligations sur les photos sont un peu moins qu'avant, là, mais c'est pas facile d'avoir une adresse stable des fonds, de renouveler à temps, de recevoir le courriel de renouvellement. Il y a beaucoup de délais pour renouveler une RAMQ. Il y a une difficulté pour des mineurs, parfois, de renouveler une RAMQ. Ça se fait avec l'autorisation de leurs parents. Fait que là, on a toute une espèce de zone grise, parce que tu as 14 ans, tu peux décider, mais en même temps, tu as besoin de tes parents pour renouveler ta RAMQ. Ah oui, hein? Entre 14 et 18 ans. Oui, fait qu'il y a des codes particuliers qu'on peut utiliser, en fait, pour facturer des avortements à des mineurs dont la RAMQ est échue, mais ça va passer pareil parce que sinon, leur confidentialité serait mise à mal par le fait d'avoir besoin de la permission de leurs parents pour la renouveler. Puis ensuite, il y a des gens qui n'ont pas de RAMQ. Puis il y a des gens qui sont entre deux statuts migratoires, entre deux statuts d'assurance. L'assurance que les personnes réfugiées ont au Canada, le PFSI, couvre l'avortement, mais il y a beaucoup d'assurances privées de personnes qui sont ici sur un permis de travail ou un permis d'études qui ne vont pas couvrir l'avortement. Fait que on parle de gens qui vivent leur vie ici, là, qui payent leurs taxes ici, qui contribuent à la société, qui payent une assurance. On les oblige à payer la dette assurance pour avoir leur divisa. Par contre, on n'oblige pas que cette assurance-là couvre l'avortement et doivent payer de leur poche. Fait qu'il y a vraiment une difficulté d'accès financier pour plusieurs personnes, soit parce que leur RAMQ est échu, soit parce qu'ils n'ont pas accès à la RAMQ. Parfois même, ils ont accès à l'équivalent de la RAMQ dans une autre province, mais plutôt que de facturer à cette agence-là, ils doivent payer puis se faire rembourser. Ouais, fait qu'il faut que tu sois capable d'avancer l'argent. Fait qu'il y a toute une question là, justement de cash flow qui vient pour toutes les assurances privées ou les assurances ailleurs au Canada, où ça va peut-être être remboursé, mais t'es sûr quand? Comment? Puis il y a des provinces qui sont moins pro-choix que d'autres. Fait que j'ai eu une patiente, justement, relativement récemment, elle a payé ses soins, elle est couverte au Nouveau-Brunswick, elle a essayé de se faire rembourser, ils ont remboursé seulement une partie. Ah ouais. Trouver une raison de justifier qu'il allait payer cette partie-là, même pas cette partie-là. Fait qu'il y a toujours un risque, même quand on vient d'une province où, historiquement, le remboursement a été assez facile, entre guillemets, il y aura toujours un risque pour la personne de dire « Hey, j'avance cet argent-là, puis je sais pas ni si et ni quand on va me rembourser. » Ouais. C'est pas tout le monde qui a accès à une carte de crédit sur laquelle on peut mettre des centaines de dollars. Fait que peut-être qu'une autre chose qu'on peut faire, en fait, c'est de soutenir les fonds d'aide à l'avortement pour les gens qui n'ont pas les moyens ou qui ont une RAMQ, mais qui n'ont pas les moyens de ce qui vient autour, là, le transport, le logement, c'est une procédure sur plusieurs journées, par exemple. Fait qu'il y a le fonds d'aide de la FQPN, la Fédération québécoise pour le planning des naissances, le fonds d'aide de la NAF, la National Abortion Federation, qui sont des fonds d'aide auxquels on peut contribuer, là, qu'on peut faire des dons pour justement aider les gens qui ont besoin de soins d'avortement à y accéder s'ils n'ont pas les moyens de. Mais tu vois, je suis content qu'on ait conclu là-dessus parce que je ne savais pas tous les angles morts qu'il y a à réfléchir dans les barrières, autant logistiques, financières qu'informationnelles. Oui, légal, ça ne veut pas dire facile. Ben non, c'est ça, exactement, c'est ça. Légal, c'est important. Pas parce que tu peux le faire que ça se fait facilement dans ton contexte, comme etc. tu le veux, de façon qui t'est acceptable. Ouais. Tu sais, c'est pas juste est-ce que quelqu'un a réussi à accéder à un avortement, mais est-ce que quelqu'un a réussi à accéder à un avortement qui lui convient, à un endroit qui lui convient dans un délai raisonnable, à la méthode, à l'accompagnement qui est désiré. C'est pas juste, c'est ça, as-tu réussi à avoir un avortement ou pas, mais ça marchait-tu pour toi? Comment ça s'est passé? Puis où, puis quand ça s'est passé? Puis il y a peu ou pas de cliniques là, qui sont ouvertes la fin de semaine ou le soir. Là. En fait, le Centre de santé des femmes fait une journée par mois des avortements la fin de semaine, puis c'est la seule chose que je connais qui existe en dehors des heures ouvrables. Ce qui est sous-optimal. Ouais. Peut-être on pourrait redonner les sources d'information, les bons organismes. Comme ça, si les gens veulent en savoir plus, peuvent s'informer là-dessus. Fait que d'un point de vue, là, justement, soutien à une décision, on rappelle les grands organismes pro-choix et je ne peux pas endosser rien d'autre que ces trois-là. Fait que je peux pas promettre qu'ils sont anti-choix, mais je peux promettre que j'ai pas de bonnes preuves qu'ils le sont pas. Ouais. 3 organismes pro-choix pour un counseling d'options. On sait pas ce qu'on veut faire avec cette grossesse. SOS Grossesse, SOS Grossesse Estrie, Grossesse Secours.
That's it, that's Donc, all, liste Montréal, exhaustive. Québec, Sherbrooke. Exactement. Donc, liste exhaustive, ça, c'est à noter absolument. Ensuite, si on veut de l'information de qualité sur l'avortement, c'est des endroits où on va pouvoir l'avoir, mais aussi, là, les cliniques réputées, reconnues vont souvent avoir des pamphlets, des dépliants, Mhm. des outils d'aide à la décision, des différentes méthodes. La SOGC, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, a aussi là, un outil d'aide à la décision pour la méthode d'avortement, mais ça, c'est une décision qu'on fait plus tard. Une fois qu'on a décidé ce qu'on faisait Ouais. avec la grossesse, là, on choisit la méthode qui nous convient. Donc, c'est des bons endroits à aller chercher l'information sur les deux méthodes. Ensuite, c'est possible là, d'appeler à Montréal. Il y a une ligne pour nous aider à trouver un rendez-vous en avortement, mais c'est parfois plus simple d'appeler juste la clinique directement. Puis, il y a un bottin qui existe en ligne qui s'appelle le bottin de la FQPN, justement avec toutes les ressources d'avortement par région. Donc, ça donne qu'on n'est pas dans la région qu'on connaît ou on Mhm. essaie de répondre à quelqu'un qui est dans une région qui est différente de la nôtre, puis on connaît peut-être moins les ressources. C'est un bon endroit, c'est disponible en ligne. Bottin des ressources là, en avortement. Fait que ça, c'est une autre source fiable. Le site de la FQPN, là, justement, est une très bonne ressource là, sur l'avortement, mais il y en a d'autres. National Abortion Federation of Canada, la Société des obstétriciens, le site des cliniques là, réputées, puis des centres de santé des femmes sur la question. C'est tous des bons endroits où aller chercher de l'information. Puis je pense les petits drapeaux là, à garder en tête, justement, pour qu'un site soit peut-être un site Ouais, ouais, anti-choix. ouais. Quand on se met à parler de syndrome post-avortement, ça, Mm. c'est une invention, ça n'existe pas. Ça, gros red flag qu'on est dans un site anti-choix. Donc, il y a des choses comme ça qui devraient là, nous titiller. Il y a souvent une reprise d'un champ lexical féministe. Ah, ton choix, c'est la bonne option. Mais si on se met à parler d'adoption très tôt dans le processus aussi, puis on met ça justement sur un pied d'égalité, puis on respecte pas le fait qu'il y a deux parts à l'arbre décisionnel, ça aussi, ça peut être un drapeau, là, au Tout moins à fait. jaune ou rouge, qu'il y a peut-être quelque chose de suspicieux là. Mais essentiellement, je pense qu'on ramène ça à aller voir SOS grossesse, Ouais. grossesse secours, parce que sinon, on n'est pas certain. Puis généralement, quand quelque chose a l'air dramatique, ben c'est probablement un mythe sur Ouais, l'avortement. ouais, ouais. Je mettrai quelques-unes de ces ressources Ouais. principales-là dans la description de l'épisode. Puis ultimement, l'avortement devrait être gratuit, peu importe notre statut migratoire, puis notre couverture d'assurance ou pas au Canada ou au Québec. Et ça serait quelque chose que politiquement notre gouvernement pourrait faire. Et la contraception devrait être gratuite. Et il y a un projet de loi qui a été déposé à cet Oui, effet, par Québec mais solidaire. ben, c'est un projet de loi privé là, par un individu, là, justement par Ruba Gazal, mais c'est Oui, pas c'est quelque vrai. chose qui a passé encore. OK. Fait Mais ça a qu'on été déposé dans les derniers mois, si je me Oui, trompe pas, là, au très printemps. récemment. Malheureusement, ça a été déposé la veille de l'élection du nouveau pape. Ben, élection n'est peut-être pas le Fait- bon terme, là. Fait Ouais. que ça a été un petit peu enterré comme nouvelle. J'étais comme, non, t'as dit, on pouvait-tu avoir 12 heures de couverture Ouais. sur la contraception gratuite? Ouais. Mais c'est quand même rare que des projets privés finissent par passer au Parlement. Fait que ça serait super que ça ait l'attention nécessaire Mhm. parce que la contraception gratuite sur le terrain, ça vient vraiment changer des vies. Effectivement. Très bon message clé pour conclure. Geneviève, merci beaucoup Ça fait de ton plaisir. temps, puis au plaisir de s'en parler dans le futur. Certainement. Merci à toi.